Hello, bienvenue. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sacha. Je suis interne en troisième semestre actuellement de pneumologie à Paris. Et donc, je vais vous faire cette conférence, conférence de méthodologie qui a été faite à l'occasion donc, des ECN blanches franciliennes qui vont se dérouler bientôt. Bien sûr, cette conférence est, comment dire, ce que je vais dire, c'est valable au-delà des ECN blanches franciliennes. Et si ça a pour but d'être interactif, hein, bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et vous les posez dans le chat juste à côté. Donc, je vais juste blablater un petit peu pour laisser le temps aux dernières personnes d'arriver. Donc, pour me représenter, pour ceux qui n'étaient pas là, donc je m'appelle Sacha, je suis interne en pneumo. J'ai passé les ECN, pas donc l'année dernière, mais celle d'avant, la session 2019. Donc, ce qui fait que ça fait un petit bout de temps, j'étais 375e. C'est assez proche pour que je m'en souvienne très bien, donc je peux facilement me mettre à votre place. Et encore une fois, c'est un petit peu aussi, c'est un petit peu éloigné. Ça fait donc 2 ans, enfin 1 an et demi, et ça m'a permis de prendre du recul. Et donc, je vais essayer de vous transmettre les messages et le recul que je pense nécessaire pour bien réussir ces épreuves. Donc, le but de cette conf, c'est pas de vous faire quelque chose à rallonge pour vous énoncer des banalités. Je pense d'être en D4, vous savez à peu près comment travailler. C'est vraiment essayer de vous délivrer les messages qui parfois vont pouvoir vous sembler triviaux, mais pourtant qui, je pense, sont fondamentaux pour bien réussir aux ECN. Et c'est aussi des messages que j'aurais aimé entendre quand j'étais à votre place. Alors dites-moi si vous m'entendez bien en commentaire, comme ça me permet de me familiariser aussi avec le chat. Donc dites-moi si tout est OK pour vous, le son, l'image. Voilà. Au niveau du plan, donc ça va être assez sommaire, hein. On va parler en premier le vif du sujet, donc les ECN blancs et comment les appréhender. Et enfin, on parlera, c'est pas le but premier de cette conférence, mais je voulais pas passer à côté des ECN, enfin de la méthodologie à l'ECN. Donc j'en toucherai un petit mot à la fin, même si c'est pas le sujet principal. En particulier avec quelques témoignages pour essayer de vous donner du recul, donc sur mon expérience, mais aussi celle de d'autres personnes. Ok, super, Manon qui me dit qu'on m'entend bien, donc parfait, merci. Juste un petit mot avant qu'on commence, je vais vous parler de conférence Cartésia. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, donc conférence Cartésia, nous, notre philosophie, c'est vraiment d'essayer d'axer la préparation sur tout ce qui est compréhension. Donc, on pense vraiment que c'est en comprenant qu'on retient plus facilement. Et moi, je pense aussi que on retient plus facilement, mais également on mobilise mieux ses connaissances et on sait les moduler en fonction du contexte, on sait mieux les utiliser. Donc, vraiment, tous les conférenciers, on essaye d'axer au maximum nos conférences sur la compréhension. La préparation complète de conférences Cartesia, ça comprend toutes les spécialités du programme. Et en fait, ça se divise en deux choses principales. Donc, il y a du cours et de l'entraînement. Il y a donc des conférences live, un peu comme celles que vous regardez en ce moment même, qui sont disponibles par la suite en replay sur le site. Mais il y a également donc, des focus vidéo qui sont enregistrés à l'avance et vous pouvez regarder, donc disponibles sur le site, qui concernent parfois des notions plus marginales ou en tout cas qui ne méritent pas, entre guillemets, un live à part entière. Actuellement, donc cet été, il y a eu déjà le tour des spécialités d'organes qui a été fait. Ça comprenait par exemple la cardiologie, la pneumo, la néphro ou la gastro. En ce moment, ce qui se passe, c'est donc le tour des spécialités transversales avec donc les 9 spécialités qui vous sont détaillées sur la diapo. Ça comprend donc 36 conférences en direct, donc des lives comme je vous en parlais tout à l'heure, et également donc des vidéos synthétiques. Jusqu'au 6 décembre, vous avez donc Cartesia propose des réductions. La préparation complète, donc il y a 200 € de réduction. Donc la préparation complète comprend toutes les vidéos en direct, les spécialités d'organes, spécialités transversales et également le cycle des spécialités médico-chirurgicales qui est à venir. Si jamais enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre uniquement la spécialité, la préparation spécialité transversale avec une réduction de 100 €, donc jusqu'au 6 décembre. Vous pouvez régler en plusieurs fois, il me semble que c'est jusqu'à 6 fois. Et si jamais vous êtes boursier, vous pouvez déposer un dossier égalité des chances pour bénéficier donc d'un tarif avantageux. On va donc entamer le vif du sujet et parler donc du concours blanc. Et donc évidemment, encore une fois, hein, ça a été fait à l'occasion des ECN blanches franciliennes qui approchent, mais c'est valable pour tout type de CN blanc. Donc déjà, pour convaincre les derniers, s'il y a encore des récalcitrants dans l'Assemblée qui hésitent à y aller, moi je vous encourage vraiment, vraiment à y aller. Je pense que c'est une occasion qu'il ne faut pas louper. Enfin, en tout cas, je vous encourage à le faire. Pourquoi? Parce que déjà, l'ECN, voilà, vous passez votre temps à bachoter, vous passez votre temps à être dans les bouquins. Et moi, je pense que vous vous entraînez pas assez, en tout cas pas en condition ECN-like, c'est-à-dire 3 heures d'affilée pour faire des épreuves,
plusieurs jours d'affilée et je pense que c'est une partie en fait à pas négliger. Surtout en fait le jour J quand vous allez arriver, vous allez être un peu en vous allez être en PLS mental, vous allez être un peu enfin, vous allez être stressé et plus vous serez solide sur vos acquis de méthodo, plus vous allez avoir pardon, vos réflexes qui ont été mis en place tout au long de l'année, plus du coup vous allez être serein, vous allez pouvoir vous concentrer uniquement sur la partie entre guillemets connaissance et réflexion. Et je pense que vraiment pour s'affranchir au maximum des difficultés que vous allez pouvoir rencontrer le jour J, c'est important de se soumettre le plus souvent possible à ce type d'exercice. Vous n'avez pas tant d'occasions de ça dans l'année, je pense, de faire ce genre d'épreuve. Donc, quand l'occasion s'en présente, je pense qu'il faut saisir l'occasion. Et donc, je vous encourage vraiment à aller à faire en tout cas ces ECN blanches le plus sérieusement possible, même si je sais que ce n'est pas toujours évident, vu le contexte actuel. Le but vraiment de cet ECN blanc, et en particulier là celui-ci qui arrive, parce qu'on est encore à distance de l'ECN, c'est pas forcément de cartonner sur le classement, même si je comprends que pour vous c'est extrêmement important. Moi, c'était à votre place également quelque chose de central, mais je pense que le but vraiment premier de cet ECN blanc là qui approche, c'est de mettre en place vos briques méthodologiques, vos bases de réflexes et de routines à répéter ensuite tout au long de l'année pour arriver voilà, le jour J le mieux préparé possible. Là, on est encore très tôt dans l'année, enfin vraiment le classement, on va en parler tout à l'heure, mais je pense c'est pas le but premier, quoi. Le but, c'est pas de tout défoncer. Le but, c'est d'avoir sa méthodologie, de savoir comment faire et de s'entraîner donc à ce type d'exercice. Donc vraiment, allez-y, faites-le. C'est un conseil que je vous donne et donc faites-le évidemment le plus sérieusement possible. Donc, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, je sais que ce qui est embêtant, enfin, c'est moi ce qui me gênait à votre place généralement, c'était le côté où ça me prenait du temps sur mes révisions. J'avais pas forcément envie de perdre 3 jours de révision, mais je pense sincèrement que c'est un investissement rentable et en tout cas, moi, si j'étais à votre place, je le ferais. C'est-à-dire que dans 8 mois, ce qui pèsera plus lourd dans la balance, je pense que justement, ça sera cette expérience acquise en concours blanc, ça pèsera plus lourd que les 3 jours de révision que vous avez perdu, même si je sais, enfin, j'étais le premier à m'en plaindre, hein, que c'est très embêtant de perdre 3 jours sur son programme de révision quand on a déjà la tête sous l'eau et on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Je pense qu'il faut malheureusement s'autoriser ce petit retard supplémentaire parce que vous serez gagnant au final. C'est pas ces 3 jours de révision. Là, à l'heure actuelle, ils vous semblent primordiaux, ils vous semblent très importants, mais finalement, dans 8 mois, ça va être complètement lissé. Et, et ce qui va plutôt persister dans 8 mois, ça va être une potentielle donc, expérience que vous allez acquérir au cours de ce concours blanc. Je sais qu'il y en a aussi qui stressent parce que voilà, ils n'ont pas fini leur premier tour, mais voilà, sachez que c'est parfaitement normal, on en parlera tout à l'heure, mais moi j'ai fini mon premier tour par exemple plutôt début mars. Bien sûr, c'est variable d'une personne à une autre, hein. Tout ce que je veux dire enfin, dans la conférence, là, il y a un côté subjectif. Donc bien sûr, si vous avez votre méthode différente et qu'elle marche, bah, il faut poursuivre votre méthode. Mais voilà, là, si vous n'avez pas fini votre premier tour, c'est strictement normal. C'est vraiment, je pense, l'écrasante majorité des personnes. Et voilà, vous avez ce sentiment de ne pas vous sentir prêt. Vous ne serez jamais prêt, malheureusement. Enfin, moi, j'avais beaucoup de... On pense au début de l'ECN qu'on va vraiment arriver le jour de l'ECN et qu'on va connaître tout le programme par cœur. Malheureusement, plus l'année avance, plus vous vous rendez compte que c'est pas possible. Et finalement, la veille de l'ECN, vous vous sentirez pas non plus prêt. Donc, je pense que c'est une expérience. Enfin, c'est quelque chose il faut se soumettre à cet exercice-là, justement, à aller à une épreuve en se sentant pas prêt. C'est pas grave, c'est normal. Il faut le faire avec, quoi. Il faut se lancer avec. Donc voilà, s'il y en a qui hésitent encore, vraiment, je vous conseille vraiment au maximum de saisir ce genre d'opportunités que sont les concours blancs, donc pour vous entraîner, pour vous mettre le plus possible en conditions réelles. Et je pense vraiment que ça vous permettra d'appréhender les difficultés du jour J qui sont plutôt liées à la méthodo. Et ça réduira en tout cas votre stress parce que vous aurez déjà fait plusieurs répétitions avant le vrai ECN. Donc comment faire donc, pendant le concours blanc? Donc je pense que je l'ai assez dit, hein, vous l'avez compris, mais il y a forcément une part de connaissance qui est primordiale lors de l'ECN, mais il y a également, un peu comme dans le sport, une part de mental. Et d'où le but de vous entraîner et de faire ce concours blanc donc le plus sérieusement possible. Donc je sais que c'est pas évident, mais vraiment voilà, faites-le 3 heures où vous parlez à personne, vous êtes dans votre coin, pardon, et c'est comme ça que vous en tirez le maximum de bénéfices. Parce qu'en effet, si vous le faites à moitié, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que vous allez perdre vos jours de révision, ce qui vous embête, mais en plus, si vous ne le faites pas sérieusement, voilà, vous n'en tirerez pas tout ce que vous pourrez en tirer.
Donc je sais que c'est difficile, dans les conditions actuelles, mais voilà, essayez de le faire au maximum dans les conditions les plus proches possibles. C'est-à-dire que vous parlez pas pendant 3 heures. Vous pouvez le faire avec des potes si ça vous aide, mais en tout cas, vous n'essayez de pas parler entre vous. Et je me répète, mais le point important, ça va pas être de cartonner, mais de mettre en place tout ce qu'on va voir, ultérieurement. Mettre en place toute votre méthodologie et avoir des routines. Le premier conseil que je vais vous donner pour les épreuves et de manière générale, c'est de ne pas trop cocher. Et en particulier, je sais que parfois on a ce que j'appelle moi des fausses logiques qui peuvent être séduisantes comme ça. Donc enfin, vous allez avoir une proposition et vous allez vous dire, bah oui, la physiopathologie, elle semble coller, allez, pourquoi pas, je me lance. Je pense que là, vous êtes quand même, il faut vous rappeler que vous êtes en D4. Vous avez fait un tour de toutes les matières, même si certaines, ça fait très longtemps, ou même si les matières entre guillemets annexes, vous n'avez pas forcément tout vu, mais les matières principales, vous les avez toutes vues. Et s'il y a une physiopathologie qui est toute simple, toute claire, normalement, vous l'avez déjà vue, vous la connaissez. Donc si vous découvrez quelque chose comme ça peut arriver parfois, et surtout au moment où on est un peu moins sûr de soi, hein, le jour de l'ECN, on a un peu plus peur, donc on est parfois plus enclin à cocher ce genre de propositions. Et je pense qu'il faut rester solide, voilà, sur vos acquis. Il faut vous dire que si vous ne l'avez pas vu, il ne faut pas le cocher. Voilà, c'est pas quelque chose qui, entre guillemets, existe. Parfois, vous allez vous tromper, bien sûr, mais je pense que vraiment, le réflexe, c'est de cocher que ce dont vous êtes sûr. Et même parfois, quand il y a des fausses justifications, voilà, ne tombez pas dans ces pièges-là qui peuvent coûter cher. Évidemment, on ne lâche jamais l'affaire, hein, on se bat jusqu'au bout. Pour tous les QCM, vraiment, on vient grappiller chaque point. Donc, quand on n'arrive pas à répondre, on procède par élimination. Et enfin moi, une technique que j'avais également pour essayer de voir sous un angle différent certaines propositions, c'était ce que j'appelle donc raisonner au négatif. Ça veut dire que quand vous lisez une proposition parfois 15 000 fois, vous n'arrivez plus à savoir si enfin vous dites est-ce qu'elle est vraie? Et là, parfois, essayez de prendre le problème à l'envers et dites-vous, si je la coche pas, ça veut dire qu'elle est fausse. Ça veut dire que vous prenez le parti pris, donc enfin, pour vous, elle est fausse, quoi. Et parfois, donc, ça peut vous faire juste voir sous un angle différent la proposition, et vous allez vous dire, bah non, je peux pas dire que c'est faux, donc vous allez la cocher, ou inversement, vous allez vous dire, bah oui, c'est vrai que c'est faux, et donc vous n'allez pas la cocher. Bref, c'est juste des petits exercices mentaux pour essayer d'avoir un point de vue, un angle d'attaque différent sur la proposition. Enfin, excepté donc le fait de ne pas cocher, ce que je vous encourage aussi, c'est vraiment, je vous encourage à rester simple et à pas faire tout ce qui peut être voilà, des raisonnements un peu farfelus, un peu alambiqués, à moins que vous soyez très solide sur vos acquis, que vous connaissiez l'item en question parfaitement. Parce que généralement, quand on commence à faire ce genre de raisonnement pardon, un petit peu bancal, le plus souvent c'est faux, d'accord, à l'essai, il faut vraiment essayer d'être simple et voilà, pas essayer de voir les petites choses qu'on pense être plus malin que tout le monde et que personne n'a vu. Sauf si bien sûr, encore une fois, c'est un item que vous maîtrisez parfaitement. À ce moment-là, oui, vous pouvez avoir ce genre de subtilité, mais sinon, il faut vraiment essayer de rester simple à l'ECN. Et la plupart du temps, quand on a ce genre de raisonnement un petit peu compliqué, finalement, on se trompe et on s'embourbe. Et on peut parfois se tromper également dans plusieurs questions à la suite. Donc ça peut coûter cher. Moi, je sais que pour une expérience personnelle, voilà, sur des concours blancs, pardon, il y avait une IRM sur un dossier de lupus et je me chauffais en pensant voir un espèce d'hypersignal et à cocher neurolupus, alors que honnêtement, enfin, vraiment, j'étais en train de zoomer, bref. Typiquement, j'aurais dû me dire, au moment où vous zoomez sur une imagerie, il faut se poser des questions, quoi. Donc vraiment d'être très sûr de vous. Typiquement, là, j'étais pas super sûr, mais j'ai voulu y aller et enfin, c'était faux, évidemment. Donc quand vous avez un doute, restez vraiment au plus simple et c'est vraiment le conseil que je vous donne. Ne pas trop cocher, cochez uniquement ce dont vous êtes sûr et restez simple. Une autre astuce aussi que je faisais souvent, c'est d'essayer de répondre dans sa tête avant, c'est-à-dire que vous lisez vous lisez pardon, la question, et avant de lire les propositions, déjà, vous essayez de répondre dans votre tête. Le but de ça, c'est déjà, vous allez vous refixer votre item, vous allez relister dans votre tête les réponses possibles, et puis surtout, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par les propositions qui vont venir par la suite, notamment par exemple par ce genre de fausse logique, de physiopathe, tout ce genre de choses. Essayez de répondre dans votre tête avant, voilà, vous serez moins déstabilisé par les propositions qui viennent et vous allez savoir exactement ce que vous cherchez. Et dès que vous allez trouver la proposition qui match à ce que vous êtes dit avant dans votre tête, vous pourrez cocher. Et donc voilà, pas trop cocher, restez simple et essayez de répondre toujours dans votre tête avant. Il y a aussi voilà, une interdiction. C'est possible de manquer de temps au cours de l'ECN, mais ce qui est interdit vraiment, c'est de se faire surprendre. Vous devez toujours, on en parlera tout à l'heure, mais vous devez toujours avoir un œil sur votre chrono. Vraiment, vous ne pouvez pas vous faire surprendre par le temps. C'est-à-dire que vous
vous pouvez lors d'une épreuve, moi ça m'est arrivé de manquer de temps, mais vous voyez venir et vous vous adaptez et voilà, vous faites avec. Mais en tout cas, vous ne faites pas surprendre, vous vous rendez pas compte à une demi-heure de la fin qu'il vous reste les trois quarts de l'épreuve. Ça, c'est pas possible. Donc les QI, cette terrible épreuve des QI. Donc les QI, malheureusement, pour l'entraînement, moi, ce que je conseille, c'est du cours, hein, vraiment. Moi, les QI, pour le coup, c'est un truc que j'aimais bien. Ma bête mort, c'était plutôt la LCA. Les QI, ça allait. Et vraiment, je pense que c'est parce que je faisais énormément de cours. Et je pense que les QI, c'est vraiment le reflet du cours. Typiquement, ça va taper dans tous les coins. Donc là, très important, voilà, de rester sur ce que vous connaissez et de ne pas tenter des trucs. Parce que à l'échelle d'une épreuve, si vous tentez, forcément, parfois, vous allez avoir bon. Mais je pense qu'à l'échelle d'une épreuve, vous allez perdre plus de points que vous allez en gagner. Donc vraiment, cochez que ce dont vous êtes sûr. Une autre méthode pour s'entraîner pour les QI, enfin moi je sais que dans mon entourage, dont je vous en parle, c'était pas ma méthode personnellement, moi je l'ai pas fait, mais il y a CNI avec les QI d'ancrage qui apparemment sont assez efficaces et appréciés. Donc voilà, je voulais vous en parler. C'est une des méthodes si vous avez du mal sur les QI pour varier vos entraînements. Ça peut être une bonne manière de faire. Donc les QI, ça se divise en 1 heure pour 40 questions, donc 120 questions, 3 heures. Généralement, on est un peu plus rapide. C'est-à-dire que je pense que les DP, c'est l'épreuve où on est la plus rapide. Les QI moyens et la LCA, c'est là où on manque le plus de temps généralement. Bien sûr, c'est à titre personnel et ça peut être différent pour vous, mais voilà. Généralement, c'est 1 heure 40 questions. Généralement, c'est plutôt 45 minutes. Donc ça veut juste dire que forcément, quand vous avez fait vos 40 questions, si vous voyez que vous êtes à plus d'1 heure, il y a vraiment un problème, il faut accélérer. Et ça, encore une fois, c'est interdit de se faire surprendre par le temps, hein. Toujours avoir un œil sur le chrono. Donc moi, personnellement, comment je faisais pour les QI? Je faisais les 120 questions d'une traite. Je répondais à tout. Je laissais aucun blanc. Les questions dont j'étais sûr de la réponse, je validais directement. Et les questions où j'avais un doute, où vraiment j'hésitais, je répondais quand même. Et je validais pas forcément. Et je notais sur mon brouillon à côté, donc 4B, 5D, ce genre de choses. Le but de ça, c'est d'arriver, donc, une fois qu'on a fait les 120 questions, c'est d'avoir un premier jet de réponse. Comme ça, si jamais vous vous faites surprendre par le temps, s'il y a une catastrophe, je sais pas, d'un coup vous êtes malade, enfin je sais pas ce qui se passe, mais si jamais vous venez à manquer de temps, au moins vous avez juste à tout valider et vous avez fait donc vous avez une première réponse. Le risque, si vous répondez pas à tout et vous laissez de côté les questions difficiles sans y répondre, c'est que bah, voilà, vous risquez, si jamais vous faites surprendre par le temps, de ne pas avoir de réponse à proposer dans l'urgence. Donc vraiment, je vous encourage à faire vos 120 questions, à tout répondre. Et vous notez donc à côté 4B, 4D, etc., les endroits où vous avez des problèmes. Une fois que j'avais fini mes 120 questions, généralement, comme je vous ai dit, sur les QI, on est un peu plus rapide. Donc il restait du temps, ça dépend des personnes. Moi, il me restait généralement à peu près 45 minutes. Et donc pendant ces 45 minutes, je me relisais toutes mes QI, celles que j'avais validées, dont j'étais certain, forcément, j'allais très rapidement dessus. Et c'est là où, par contre, je passais du temps sur les QI où j'avais eu des doutes, où j'avais noté, donc la 5D, je voyais que sur mon brouillon, que j'avais noté ça, donc je regardais un peu plus précisément, et c'est là où je prenais du temps pour répondre finalement à toutes les QI, donc dans cette deuxième relecture. Et si jamais vous avez le temps, vous faites un troisième tour éclair, mais vraiment, je vous encourage à tout répondre dans un premier temps, et vous notez de côté vraiment les items qui vous posent problème, et vous revenez dessus dans une seconde lecture. Et encore une fois, voilà, ne cochez pas trop. Je regarde juste les questions. Conseilles-tu de te relire sur les QI? Alors, donc, oui, comme je viens de le dire, mais par contre, si je peux rajouter quelque chose, tu as raison de poser la question. Comme tu dis, tu as peur de t'emmêler les pinceaux si tu tires et plonges. En effet, je pense que il faut pas. Un des pièges, en tout cas, de la relecture, c'est ça, justement. C'est que vous allez vouloir vous dire, bon, bah, j'ai coché ça, puis vous allez voir un item, puis vous allez rajouter par-ci, par-là. Je pense que vraiment, un des pièges de la relecture des QI, c'est de pas cocher partout où vous avez des doutes en vous disant, bon, allez, je coche. Enfin, en tout cas, moi, c'est le côté où je penchais quand je me relisais. Donc vraiment, je pense qu'il faut freiner là-dessus, il faut faire attention. Quand vous relisez vos QI, je pense que c'est essentiel de les relire, hein. C'est vraiment indispensable. Vous allez rattraper des erreurs et vous allez pouvoir vous repencher sur les questions difficiles. Mais voilà, ne cochez pas trop. Quand vous vous relisez, ne prenez pas le côté en excès, quoi. Au niveau des DP, donc voilà, c'est tout pour les QI. Si vous avez des questions sur la méthode des QI, si vous voulez que je répète moi comment je faisais, n'hésitez pas à me le demander. Pour les DP, donc les DP, c'est 30 minutes par DP, ce qui fait à peu près 2 minutes par question. Évidemment, on ne se chronomètre pas question par question. Le but n'est pas là. Le but est juste si vous êtes à la question 9, vous savez qu'il doit vous rester à peu près 12 minutes, 15 minutes d'épreuve. Et si vous n'avez pas ça, donc c'est un problème. Je vois juste qu'il y a une question sur les QI, donc je reviens un tout petit peu en arrière.
Est-ce que je m'entraînais beaucoup sur les QI? Donc tout à l'heure, je vais vous parler un peu de ma méthode hein, pour, enfin moi, comment j'ai fait pour le CN. Et non, je m'entraînais très peu. Comme j'ai dit, moi, c'était vraiment, je faisais, bah, comment j'ai fait le CN, moi, c'était vraiment du cours, du cours, du cours et très peu d'entraînement. Donc les QI, de toute façon, je pense que les QI, c'est vraiment un reflet du cours. Donc moi, je m'entraînais pas beaucoup pour les QI. Comme je l'ai dit, il y a la plateforme ECNI qui propose des QI avec une méthode de QI d'ancrage, pardon, où ils vous font répéter les QI que vous avez eu faux. Si moi j'ai eu des bons échos, si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Moi personnellement, j'ai pas fait ça, donc je m'entraînais pas beaucoup. C'est vraiment du cours. Et je pense que les QI, c'est pas forcément comme les DP où vous devez vraiment acquérir une méthodologie. On en parlera tout à l'heure avec le brouillon, tout ça. Je pense que les QI, malheureusement, c'est binaire, hein, c'est un item. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment du cours. Et si jamais, vous entraînez comme ça. Donc pour les DP, donc c'est un DP, c'est 30 minutes, donc 2 minutes, ce que je viens de vous dire. Le but, c'est juste d'avoir encore une fois une vision globale sur l'épreuve pour toujours évaluer votre avancée, savoir si vous êtes dans le bon timing. Et le but n'est pas d'être un psychopathe de la montre et de se chronométrer question par question. Comment j'organisais mon épreuve de DP? Donc forcément, enfin forcément, pour moi, un DP, c'est on le finit. Je veux dire, quand on le commence, on le finit. On fait vraiment l'épreuve DP par DP. Je sais que j'avais des amis parfois autour de moi qui me disaient quand ils butaient au milieu d'un DP, ils voulaient changer les idées, ils passaient à autre chose. Ils passaient sur un autre DP. Vraiment, moi, je pense que c'est quelque chose que je vous déconseille. J'en ai parlé avec d'autres personnes autour de moi enfin, j'en ai parlé avec des amis voilà, qui étaient plutôt bien classés. Ils me disaient que pour eux aussi, il faut plutôt faire un DP en entier parce qu'un DP, c'est vraiment une ambiance, c'est un patient avec ses antécédents, c'est un item dans lequel vous allez vous remettre dedans. Et le risque, en fait, en sortant et en revenant dans ce DP, si vous avez fait une pause entre-temps, c'est forcément d'oublier certains antécédents, d'oublier certaines contre-indications médicamenteuses, d'oublier certains pièges, d'oublier une allergie à la MOX question 14. Donc, je pense que vraiment, même si parfois il y a des DP qui sont horribles, de toute façon, vous allez devoir le finir. Donc, quand vous commencez un DP, vous allez jusqu'au bout. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, et moi, ce que je faisais, c'était, donc j'allais jusqu'à la question 15, forcément. Et la question 15, comme pour les QI, si vraiment j'avais un doute et qu'elle était compliquée, je précochais, comme pour les QI, et je validais pas tout de suite, et je revenais en fin d'épreuve quand j'avais du temps sur les questions 15 des DP pour donner ma réponse finale. Je réponds un petit peu juste à la fin de ma diapo aux questions. Vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Et vraiment, pour les DP, ce qu'il faut essayer, c'est d'avoir au maximum, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais c'est essayer d'avoir au maximum un coup d'avance, c'est-à-dire que dès que vous lisez l'énoncé, déjà dans votre tête, vous commencez à vous dire où est-ce que ça va m'emmener, de quel item on parle, et au fur et à mesure de votre DP, pareil, savoir, donc si on parle, je sais pas, d'un DP sur des infections urinaires, vous savez qu'on va vous demander les, l'antibiothérapie, par exemple, de savoir classer vos pyélonéphrite, de savoir les facteurs de risque des BLSE, etc. Et tout ça, vous devez anticiper en fait au maximum votre question parce que c'est beaucoup plus, je pense on fait beaucoup moins d'erreurs et c'est beaucoup plus agréable quand on anticipe le DP plutôt que quand on subit question par question et qu'on découvre à chaque fois. C'est assez difficile. Le fait d'anticiper, ça vous permet également d'anticiper justement certains pièges. Si vous savez qu'on va vous demander le traitement, vous avez déjà un coup d'avance dans votre tête, vous vous dites, bon, quand il y aura un traitement, il faut que je fasse gaffe à telle chose, mais on va en parler juste après. Pour les DP, donc voilà, moi ce que je conseille de faire, c'était un brouillon. Je pense qu'il ne faut pas se prendre trop la tête enfin, il ne faut pas passer trop de temps sur son brouillon, mais je pense qu'il est essentiel d'en faire un. Donc moi, il faut avoir un brouillon standardisé, hein, toujours le même. Donc, ce que je vous conseille, moi, ce que j'arrivais, c'est le brouillon, voilà, chacun, vous le mettez en place comme vous voulez. Moi, ça ressemblait à ça, donc je vais vous détailler juste après. Je pense pas que ce soit forcément la méthode idéale, hein, mais c'est ce que je faisais. Donc, j'arrivais, bam, bam, je traçais mes deux traits. Je mettais le titre de mon DP ici. La colonne de droite, donc il faut toujours faire la même chose, comme ça, vous savez exactement hein, où chercher vos informations. La colonne de droite, je mettais le mode de vie et les antécédents. Et la colonne du bas, en fait, me servait à noter ce que j'appelais, donc, enfin, ce que j'appelle les réflexes, ou en tout cas les gros warnings. Donc, quand vous lisez votre DP, donc là, vous lisez autonome, pas de voyage, ok, pas d'alcool, dans les antécédents, appendicite, fibrillation sous anticoagulant, tout de suite, ça fait tilt, vous notez anticoagulant dans les réflexes, parce que vous savez que ça peut avoir un impact sur les DP, ça peut avoir un impact sur la prise en charge en cas de procédure invasive, etc., s'il faut faire un relais. Donc syndrome d'apnée du sommeil, obésité, allergie à la MOX, pareil, tout de suite vous le notez dans votre case warning que vous allez rechecker de temps en temps au fur et à mesure du DP
pour vous remémorer justement un éventuel piège qui pourrait y avoir. Donc voilà comment je faisais. Et ici, cette case-là, c'était en fait la trame de mon DP. Donc je disais, le but n'est pas d'être exhaustif hein, sur son brouillon, le but c'est juste de poser les informations principales. Et parfois, rien que le fait de les écrire également, ça vous permet de les intellectualiser et donc de mobiliser certaines connaissances plus facilement. Par exemple, rien que le fait d'écrire allergie à la MOX, vous allez non seulement vous en souvenir plus facilement, et puis en plus vous aurez un rappel donc en bas. Et en plus, ça permet donc d'organiser un peu, d'ordonner votre idée, vos idées et le fil conducteur du DP. Donc moi, je mettais donc une petite phrase pour l'énoncer. Donc AEG, un homme de 59 ans, AEG depuis 3 mois, qui tousse, qui crache. Donc question 2 par exemple, question 1, on fait le scanner. Donc je notais scanner, masse de la bronche touche droite. Et tout de suite, voilà, je complétais au fur et à mesure ce que j'appelle mes réflexes. Donc masse par exemple de la bronche touche droite. J'ai un coup d'avance sur le DP, je note tout de suite risque d'atélectasie ou surinfection. J'aurais aussi pu noter ambiance onco, on peut noter risque d'embolie pulmonaire. Comme ça, si jamais vous avez toujours un coup d'avance, s'il y a une détresse respi question 6, bah, vous avez tout de suite ces possibles étiologies que vous avez déjà listées sur votre brouillon. Donc ensuite, voilà, je notais la trame de mon DP, donc fibro, bilan d'extension, etc. Méta cérébrale, tout de suite, méta cérébrale, je notais risque de saignement, risque de crise convulsive. Il est perdu de vue 6 mois, il revient, il crise. Bon, bah justement, c'est ce que j'avais noté, etc. Voilà, c'était ça l'idée, moi, de mon brouillon. C'était pas forcément d'être exhaustif, mais vraiment cette case des réflexes que je me notais ici et qui m'a sauvé, entre guillemets, plus d'une fois. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs fois où je pouvais me tromper et en regardant, ça m'a rattrapé une erreur. D'autres exemples de ce qu'on aurait pu noter dans cette case-là, en dehors de ce DP fictif, tout ce qui est, voilà, par exemple, si vous avez un DP, comme j'en parlais tout à l'heure, d'infection urinaire, vous savez que dans les pyélos graves, votre prise en charge, votre antibiothérapie probabiliste va dépendre notamment de certains facteurs de risque de BLSE, donc bêta-lactamase à spectre étendu, et donc vous allez devoir adapter votre antibiothérapie. Ces facteurs de risque, dès que vous voyez ce genre de choses dans l'énoncé, pardon, il faut le noter en bas parce que, par exemple, si c'est un dossier, on vous dit Monsieur X a été hospitalisé il y a 2 mois en cardiologie pour un SCA ST+. Bon là, vous dites OK, ambiance vasculaire. Et puis on vous dit bon, le problème actuel, c'est il chauffe, il a des signes fonctionnels urinaires. Bon, vous dites OK, finalement le problème cardiaque, c'était un petit truc comme ça pour faire du meuble. Et mon problème, c'est une infection urinaire. Bah, en fait, non. Donc là, question 12, vous allez avancer. Puis question 12, vous allez complètement avoir oublié cette hospitalisation en cardio. Alors qu'en fait, voilà, s'il a été hospitalisé, s'il a eu, par exemple, des fluoroquinolones, c'est un facteur de risque de BLSE. Donc on va vous demander le traitement à la question 12. Si vous n'avez pas pris le temps de noter, de noter ce genre d'informations, vous n'allez jamais vous en souvenir, vous allez vous tromper dans l'antibiothérapie. Femme jeune, forcément, tout de suite, on met grossesse. Et pour continuer dans les trucs un peu gros, entre guillemets, insuffisance rénale aiguë, pareil, on le note tout de suite. Dès qu'on a une insuffisance rénale aiguë, on le note, on sait que ça va avoir un impact sur certains traitements, pas d'anticoagulant oraux direct, il faut faire attention en cas de scanner injecté, etc. Ce que je vous conseille également, c'est de prendre au fur et à mesure de vos DP, c'est de prendre du recul. Donc, justement, vers la fin de DP, qui est souvent, ce sont les questions de thérapeutique. Vers question 12, on prend un petit peu de recul et on relit justement tous ces réflexes, on relit un petit peu l'énoncé, on reprend un peu de, voilà, on regarde un petit peu toute sa trame du DP pour savoir d'où on vient et anticiper justement certains pièges qui peuvent survenir sur les questions de thérapeutique. Tout ce qui vous paraît inutile dans l'énoncé, je pense que vraiment c'est suspect. Enfin, moi, plus d'une fois, hein, j'ai lu quelque chose, je me suis dit, bon, ok, ça, on s'en fiche. Et puis finalement, il s'avérait que c'était une information qui avait son importance. Donc vraiment, tout ce qui est inutile dans l'énoncé, je vous encourage à le mettre. Parfois, c'est vraiment inutile, mais au moins, vous l'avez mis et vous vous prévenez d'éventuelles mauvaises surprises. Donc, c'est tout pour les DP. Si vous avez, donc si je résume un petit peu, vraiment, donc, toujours un œil sur le chrono. Généralement, les DP, on est plus rapide que ça hein, pour les faire. Il nous reste du temps, ce qui nous permet aussi de nous relire sur les questions 15 qu'on aurait laissées éventuellement de côté. Forcément, on ne peut pas se relire sur le reste du DP, mais ce que je vous conseille, c'est donc de faire un DP en entier. De la question 1, vous la faites jusqu'à la question 15. La question 15, vous pouvez la laisser en suspens, en faisant, encore une fois, vous précochez. Toujours essayer d'avoir un coup d'avance, c'est comme ce qu'on avait dit, voilà, vous faites un brouillon, vous trouvez votre brouillon, celui qui vous correspond, et vous faites toujours le même. Le but, c'est vraiment d'avoir ces repères. Le jour de l'ECN, vous allez être un peu perdu, vous allez être stressé, et il faut vous accrocher à des choses que vous connaissez. Donc si vous avez un brouillon, où vous savez où vous cherchez vos infos, je pense que c'est utile. Alors j'ai juste la question de Anna qui me dit des conseils pour ceux qui ont la flemme de s'entraîner. J'arrive bien à bosser la... Alors, si tu as du mal à t'entraîner, on en parlera tout à l'heure pour tout ce qui est entraînement dans le CN. Moi, je pense que le CN, c'est vraiment du court avant tout.
Et on en reparlera juste après. Anna, tu me diras si j'ai répondu à ta question. Si j'ai pas répondu à ta question, tu me la reposeras, il n'y a pas de souci. Donc on termine ensuite avec la LCA. Donc la LCA, moi personnellement, c'était ce que je redoutais le plus. Je suis très nul en anglais. Donc la LCA, c'est à peu près 1h30 par article, forcément, et il faut surtout découper chaque lecture d'article enfin chaque article, pardon, en un temps de lecture et un temps de réponse aux questions. Ça va dépendre de votre rapidité, généralement de votre niveau d'anglais. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, j'étais pas très bon en anglais, donc j'étais plutôt autour de 40 minutes à peu près pour lire un article, ce qui laisse globalement 3-4 minutes par question. Ça dépend du temps que vous mettez donc à lire l'article. Je pense qu'il ne faut pas aller au-delà de 45 minutes vraiment, sinon vous vous exposez à des difficultés pour répondre aux questions qui souvent en LCA nécessitent quand même un petit peu de recherche et de compréhension de l'article. Les conseils généraux pour bosser donc ces LCA. Donc, faut un petit niveau d'anglais, je pense, mais pas un niveau très compliqué, hein. Moi, personnellement, enfin vraiment, je suis très nul, hein, et je pense que rien que le fait de lire régulièrement des articles, ça vous fait apprendre le langage médical. Mais si vous voulez aller un petit peu au-delà, enfin, ce qui est pas mal souvent, c'est de regarder des séries, hein, le truc classique, hein, vous regardez des séries en anglais, sous-titrées anglais, une série que vous connaissez par exemple, et ça vous fait progresser. Et franchement, c'est utile pour accélérer sa lecture et être plus à l'aise dans cette épreuve de LCA. La LCA, donc je me répète un peu, hein, c'est un peu comme tout le reste de l'ECN, mais la LCA, en fait, c'est du cours, je pense, enfin, c'est beaucoup de cours. On a tendance à penser, il y a une vision un peu au début, quand on commence la LCA, on se dit la LCA, c'est un peu de la compréhension de texte en D2, D3, enfin, ça, c'est la vision pour moi des 2, D3. Oui, c'est vrai que la LCA, c'est la compréhension de texte, on peut s'en sortir sans forcément connaître son cours. On peut avoir la moyenne assez facilement juste en lisant, en étant attentif au texte. Mais si vous voulez passer le niveau au-dessus, si vous voulez vraiment gagner justement les derniers points, avoir les meilleures notes possibles, ça je l'ai compris moi en D4, et enfin, on est plusieurs à partager cet avis, c'est vraiment, il faut faire du cours. Et c'est là où vous allez avoir certains déclics, notamment sur le côté subjectif de certaines questions de LCA. On sait que c'est un peu la limite de cette épreuve. Parfois, il y a certaines questions qui sont un peu sujets à débat. Et en fait, je pense que plus vous allez connaître votre cours, plus vous allez savoir les limites des notions, les définitions exactes, plus cette subjectivité va disparaître. En tout cas, elle va diminuer. Elle sera toujours là. Il y a toujours des questions, moi, qui me faisaient m'arracher les cheveux. Mais vraiment, bosser votre cours en LCA, je pense que c'est un investissement rentable. Et, euh, et une justement des méthodes possibles, parce que moi je sais que c'était quelque chose que je n'aimais pas du tout travailler, c'est de faire des sous-cols de LCA. Enfin, moi, c'était mes sous-cols les plus utiles, je pense. Les sous-cols de LCA, vraiment, si vous avez un groupe de sous-cols, ou même si vous n'en avez pas, vous pouvez juste, avec des potes, vous motiver à vous retrouver pour faire une sous-colle de LCA. C'était vraiment, ça vous oblige en fait déjà à la bosser, à bosser votre cours en plus. Et, euh, et en fait, le fait d'expliquer pardon, les notions, bah, justement, ça vous force à les intellectualiser. C'est vraiment ce qui est essentiel pour la LCA. Donc voilà, faites du cours, mais pas que. Je pense qu'en LCA, par exemple, plus que pour ma part, en tout cas, plus que pour les QI, ce qui est important, c'est de s'entraîner régulièrement, justement, pour connaître parfaitement bien les structures des articles médicaux, enfin la structure des articles médicaux. C'est toujours la même, hein, mais le but, c'est vraiment d'arriver en terrain connu. Donc, il faut en faire régulièrement. Moi, personnellement, ce que je faisais, c'était à partir de janvier. Je faisais un article tous les dimanches. Donc voilà, juste un article tous les dimanches. Forcément, il y avait quelques loupés, hein, mais le but, c'est d'en faire le plus régulièrement possible pour bien connaître cette épreuve et bien connaître les articles. Le but, quand vous faites votre lecture, c'est pas de simplement lire l'article. C'est tout de suite, vous devez avoir une lecture intelligente, vous devez savoir ce que vous cherchez. Quand vous lisez l'introduction, vous savez que vous lisez un contexte médical, vous savez que vous allez lire une justification à l'étude, et tout ça, vous le notez dans votre tête, vous notez dans la marge, pardon, vous surlignez, etc. Le but, c'est vraiment d'avoir une première lecture où déjà vous allez chercher la réponse aux questions qu'on va vous poser. Je pense qu'il faut vraiment commencer l'épreuve en lisant l'article en premier, et on le lit en entier, encore une fois, hein, des 2, des 3, on peut s'en sortir en lisant sans lire la discussion, etc. Enfin, bien sûr, hein, c'est possible. Mais si vous voulez, je pense, avoir le niveau au-dessus, il faut lire l'article en entier. Vous checkez juste la première question, hein, celle qui est accessible, vous n'y répondez pas. Forcément, la première question, généralement, c'est une question de contexte, de justification d'études, donc on peut le faire en lisant juste les débuts de l'article, mais je vous conseille vraiment de ne pas y répondre en ayant simplement lu le début de l'article. Et je vous conseille d'aller, excusez-moi, j'ai une question en même temps, d'aller jusqu'au bout de l'article avant de répondre à la première question.
Et cette lecture, je me répète, mais elle doit être intelligente, c'est-à-dire que vous notez dans la marge au maximum, vous anticipez les questions, tout ce que vous lisez, vous le traduisez en langage de LCA. Quand vous lisez une information, vous savez que c'est la puissance, vous savez que c'est alpha, vous savez que c'est le critère d'inclusion, les biais, tout ça, vous le notez. Le but, c'est de retrouver aussi les informations facilement. Quand on va vous poser la question, au fur et à mesure du DP, vous savez où trouver l'info et vous y allez facilement. Donc vraiment, première lecture et vous notez au maximum votre article. Pour bosser la LCA aussi, donc ça a été mis dans le chat, hein, sachez que juste dans Conférence Cartesia, il y a également une préparation à la LCA avec des focus, des fiches synthétiques et focus qui sont proposées, ainsi que des conférences en live. Et d'ailleurs, il y a une conférence donc, mercredi 9 sur Facebook qui sera publique, hein, comme celle-ci. Donc n'hésitez pas si vous avez du mal en LCA, enfin bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et donc je vais répondre juste aux petites questions là que vous m'avez posées. Alors, excusez-moi, hein, je fais un petit blanc parce que j'ai les questions. Alors, la veille de l'ECN, bon, je peux y répondre tout de suite parce que j'avais pas prévu forcément d'en parler parce que je pense que ça fait justement partie des choses qui sont vraiment libres à chacun, mais puisqu'on pose la question, il n'y a pas de souci. Donc, comment faire, enfin, la veille de l'ECN, comment faut-il faire pour ne pas stresser? Faut-il travailler, etc. Ça, je pense que ça va dépendre vraiment de chacun. Moi, à titre personnel, j'ai du mal à pas travailler. Je suis trop stressé un peu. Enfin, j'étais trop stressé la veille de l'ECN pour me dire je fais rien. Mais c'est vraiment personnel. Je pense qu'il ne faut pas travailler. Il faut faire ce que vous avez envie de faire, vraiment. C'est pas la veille que vous allez enfin, c'est pas la veille de l'ECN qui va impacter sur votre épreuve, hein. Ce qui va impacter sur votre épreuve, ça va être les 900 jours de révision, hein, des 2, des 3, des 4. C'est ça qui va ressortir le jour de l'ECN. Et vraiment, je pense qu'il ne faut pas travailler la veille de l'ECN. Par contre, faites-le si vous en ressentez l'envie, si justement c'est ça qui vous calme et qui vous fait ne pas tourner en rond. Moi, donc j'ai essayé de. Enfin, je travaillais, mais encore une fois, c'était voilà, c'était entre guillemets très détente. Enfin, vous le faites comme vous le sentez. Je pense qu'il faut, si vous voulez ne pas travailler du tout, moi ça me va très bien. Je pense qu'au contraire, hein, si vous arrivez à prendre du moment pour vous, à vous sortir à vous changer les idées, à faire autre chose, c'est très très bien. Et si jamais vous voulez un petit peu travailler, parce que voilà, moi personnellement, c'est ce dont j'avais envie, ça me stressait un peu trop de rien faire. Enfin, j'ai pas, je vous dis tout de suite, hein, ce que j'ai révisé la veille de l'ECN, ça m'a servi à rien. Mais au moins, voilà, ça m'a permis de passer la journée. Mais il faut pas bosser comme un fou, hein, la veille de l'ECN. C'est vraiment, on bosse voilà, en mode détente, on fait des pauses, on fait ce qu'on veut. Le but, c'est juste de passer cette journée, d'essayer de la faire donc, en stressant le moins possible, selon la méthode qui vous correspond. Et encore une fois, c'est pas la veille de l'ECN que vous allez renverser la vapeur, hein, c'est tout au long de l'année. Et moi, ce que j'ai fait la veille de l'ECN, ça m'a servi strictement à rien. Mais bon, ça m'a permis d'être en accord avec moi-même la veille de l'ECN. Donc je pense que c'est ça qu'il faut juste faire. Pour s'entraîner en LCA, alors c'est une très bonne question, c'est vrai que merci de la poser, j'avais pas pensé à vous en parler. Donc où est-ce que je faisais mes entraînements? Moi, c'est le problème de la LCA, c'est que c'est très dur en fait de trouver des corrections. Et pour trouver les corrections, donc moi j'avais pris des bouquins, les bouquins d'Anal. J'en avais pris, alors j'étais avec ma binôme de sous-col, donc j'en parlerai un peu après, hein, des sous-cols, tout ça. Mais moi j'étais avec ma binôme de sous-col et on avait pris, donc je me souviens, je vais pas en citer parce que je m'en souviens pas honnêtement. Enfin, ça me pose pas de problème de les citer, mais je m'en souviens plus. Donc on avait pris en tout cas les deux trois bouquins de la Bible, dont notamment je sais qu'on avait pris les annales de Théo Petzel. Voilà, bon, c'était en fait chaque bouquin, vous allez vous rendre compte que le problème dans les corrections de LCA, c'est que chaque bouquin a des corrections un petit peu différentes. Et malheureusement, il n'y a pas y a pas un bouquin qui détient la vérité, hein, aucun. J'ai cité Théo Petzel, mais je pense que son bouquin, malheureusement, comme les autres, il y a certaines erreurs. Et parce qu'en fait, voilà, on n'a pas les corrections officielles forcément de la LCA. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les deux trois bouquins les plus entre guillemets les plus connus, les plus référencés, et quand vous regardez votre correction, donc vous essayez de faire un petit peu un mixte entre les trois. Donc c'est assez fastidieux, hein, c'est compliqué. Généralement, forcément, ils sont d'accord, hein, il y aura juste des questions où il y aura des débats. Sachez que vous ne pourrez pas trancher, enfin, vous pourrez pas résoudre tous les débats, malheureusement. Certaines questions, elles demeureront en suspens.
entre guillemets. C'est très embêtant, mais voilà. Prenez pas 36 bouquins, hein, ça sert à rien, vous allez perdre plus de temps qu'autre chose, mais prenez voilà, sinon 2 bouquins. Comme ça, au moins, vous avez un comparatif et vous pouvez voir que parfois, vous avez faux avec un bouquin, mais vous avez bon avec un autre, donc vous savez que vous avez une part de raisonnement qui est vraie. Et, et voilà. Donc, voilà comment je faisais pour m'entraîner à LCA. Je faisais des bouquins d'annales, une annale, tous les dimanches, je faisais une annale à partir de janvier. Et pour la correction, donc j'avais 2 bouquins que j'essayais de matcher un petit peu avec ma binôme. On les faisait en fait, on les faisait en même temps, enfin, on les faisait le même jour, on parlait un petit peu de la correction ensemble. Et on comparait comme ça les bouquins différents qu'on avait. Donc je réponds aux autres questions et puis je reprends un petit peu. Est-ce que ce live est plutôt adressé aux D2 Ce live, il est adressé vraiment à tout le monde. Je pense qu'il est, enfin, il est forcément principalement axé pour les D4. Mais si tu es en D2, il y a aucun souci, hein. Je pense que tous les conseils sont bons à prendre. Et donc voilà, si tu es en D2, je pense qu'il n'y a pas de souci. Au contraire, hein, c'est très bien de s'intéresser tôt. Et forcément, c'est plus axé pour les D4. Mais il n'y a aucun problème. Si tu veux poser des questions, n'hésite pas. Donc j'apprenais sur le cours sur quel support, donc j'en parlerai tout à l'heure. Pareil, tout ce qui est un peu CN, je vais en parler tout à l'heure. Donc sur quel cours je me basais pour la LCA. Donc pour la LCA, il y a le référentiel des enseignants que moi personnellement je n'ai pas touché, mais j'ai pas vraiment d'avis sur la question, je sais pas s'il est bien ou pas. Enfin, j'ai eu quelques échos par des amis qui apparemment n'étaient pas génial. Moi, il y avait 2 bouquins. J'étais à P5, j'étais à Paris Descartes. Et donc il y a un référentiel qui était proposé par la fac, hein, un référentiel de LCA qui est pas mal. Donc si vous arrivez à le choper, il est bien. Et sinon, moi, je m'étais aussi appuyé principalement sur le bouquin de Théo Petzel, qui était, voilà, c'est là-dessus où j'avais bossé mon cours. Je crois qu'il y a également Professeur Geek qui a sorti un bouquin qui, selon quelques retours que j'ai eus, est plutôt de bonne qualité. Donc, moi, j'ai ces 3 supports-là en tête qui, je pense, sont pas mal. Mais donc voilà. Donc, quels supports permettent de bien comprendre l'LCA? Donc voilà, comme je viens de vous dire, ces 3 bouquins-là. Encore une fois, je pense que pour l'LCA, vraiment, c'est hyper important de faire au maximum les sous-cols pour ça vous permet justement de réfléchir aux notions que vous lisez, et le fait de les expliquer, ça permet de savoir que vous les avez vraiment comprises. Alors, est-ce que globalement, le classement de l'ECN est un reflet de notre niveau de promo en D2, D3, D4? Question difficile, mais je vais te répondre à 50-50. Évidemment qu'il y a une part de reflet, hein, ça serait hypocrite de penser qu'il n'y a aucun reflet, mais ça c'est à l'échelle macroscopique, mais je pense qu'à l'échelle microscopique, donc ce qui peut te concerner toi ou une autre personne, je pense que la réponse est non. C'est-à-dire que vraiment enfin, tout est jouable, hein, tout est possible, dans le bon sens comme dans le mauvais, et c'est pour ça qu'il faut essayer de diminuer les mauvaises surprises au maximum, justement en ayant des bases méthodologiques solides pour pas se laisser déstabiliser le jour J. Mais je pense que voilà, le, le CN, c'est un marathon et c'est pas le reflet de ton niveau en promo, en D2, D3, D4. Ça s'achèvera entre guillemets que à la fin de ta préparation. Voilà, on est très différents dans notre manière de travailler. Je sais qu'il y en a qui travaillent très vite, donc ils vont faire des tours très vite en D4, donc ils vont être très vite très bons. D'autres ont plutôt une cinétique, une courbe d'apprentissage qui est différente, et donc ils vont atteindre entre guillemets leur niveau maximum qu'à la fin de la D4. Enfin bref, je pense que vraiment, faut pas se dire ça, hein, parce que sinon, enfin c'est faux, je pense. Votre niveau en promo en D2, D3, D4, c'est pas du tout votre classement à l'ECN. Bien sûr qu'entre guillemets, enfin ça va jouer à l'échelle macroscopique, ça joue, mais je pense que à l'échelle individuelle, c'est pas le cas. Alors, question un peu à part, penses-tu qu'il vaut mieux, qu'il faut vraiment se focaliser sur les objectifs nationaux des items ou qu'il y a trop de questions hors ECN au programme pour ça? Non, non, je pense qu'il faut Enfin, personnellement, j'ai jamais trop lu les objectifs nationaux, hein. Moi, je m'en tenais au collège, je vous en parlais tout à l'heure pour ma méthode. Mais je pense qu'il faut, voilà, faut bosser au maximum les collèges. Faut pas trop compter sur enfin, faut pas essayer d'anticiper au maximum le hors programme, hein, parce que le programme est déjà assez vaste. Et je pense que si vous commencez à vouloir anticiper le hors programme, vous allez vous perdre. Et vous allez complètement vous perdre, et ça va être surtout beaucoup trop gros à emmagasiner. Ok?
Bon, je reprends un petit peu après les questions et je vais essayer d'avancer un petit peu sur. J'espère que j'ai répondu. Si jamais je réponds pas à vos questions, si j'ai mal comprises, n'hésitez pas à me les reposer hein, dans le chat. Il n'y a aucun souci. Hein, n'hésitez pas à insister. Vraiment, il n'y a pas de souci. Donc j'en étais à la LCA. Je crois que j'avais fini. Et donc voilà, je reviens sur quelques conseils généraux par rapport au concours blanc. Donc là, ça peut sembler trivial, mais pourtant c'est véridique. Voilà, ne répondez, ça paraît idiot, mais il faut l'entendre une fois. Et vraiment, si jamais ça arrive, vous penserez à moi à ce moment-là. Ne répondez jamais, voilà, dans tout ce qui est énervement, panique, etc. Quand vous sentez que vous perdez un peu le contrôle, vraiment faites un break. Vous vous calmez, vous regardez autour de vous, vous levez la tête, vous cherchez des gens qui sont un peu dans la galère comme vous. Vous soufflez un bon coup et puis vous vous remettez. Moi, une expérience personnelle et enfin j'ai d'autres expériences dans ce genre-là. Il y avait à l'ECN pour le coup, le vrai ECN, donc ça peut sembler, on se dit qu'au vrai ECN, on sera concentré à fond, qu'on fera pas d'erreur, mais malheureusement, ça arrive à tout le monde. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Donc, il y avait un DP de gériatrie où je trouvais enfin, je trouvais le DP nul, mais bon, ça, c'est mon avis. Je pense que je possiblement passé à côté, hein, enfin, clairement passé à côté. Mais voilà, je m'énervais sur le DP, je me disais, ah, les questions sont nulles, etc. Et en fait, à la fin, j'avais un peu jeté, entre guillemets, l'éponge sur ce DP. Et je pense que j'ai perdu des points très bêtement sur ce DP à répondre dans mon énervement. Et voilà, sachez que ça peut arriver, qu'il y aura des DP qui parfois vont vous énerver, où vous allez trouver discutable la correction, vous allez répondre à question 2, puis question 3, vous allez avoir la correction, vous allez avoir faux. C'est c'est dur moralement, on va s'énerver, etc. Mais vraiment, vraiment, quand ça vous arrivera, pensez à moi et faites pas comme moi. Prenez du recul 5 secondes, vous levez la tête et vous pensez à autre chose. Et vous essayez toujours de répondre le plus rationnellement possible, de manière méthodologique. Et, euh, et voilà, pour limiter au maximum ce genre de casse. Pas de panique également, si jamais il y a des choses que vous avez jamais vues, ça va arriver. Hein. Il y a parfois des pays qui sont impossibles, des trucs vraiment sortis de l'espace. Mais si vous buguez, dites-vous toujours que tout le monde bug. D'accord, vous êtes en D4, vous avez fait, euh, vous avez fait un grand tour un peu de toutes les matières, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc s'il y a quelque chose que vous avez jamais vu, qui vraiment, c'est un dossier hyper compliqué, type, je sais pas, un Eurolupus, enfin, personne n'est à l'aise sur ce genre de notion. Donc, si ça arrive, c'est pas grave, faut pas paniquer, d'accord? C'est le cas pour tout le monde. Tout le monde est en galère. Et voilà. Donc ça, c'est une des premières choses. Voilà, ne paniquez pas quand il y a ce genre de choses. Et voilà, je le répète, hein, mais baissez vraiment jamais les bras. Hein. Faites pas comme moi. Vraiment, vous battez à fond quand vous avez un doute sur. Enfin, quand vous comprenez pas, vous procédez par élimination. Vous faites l'espèce de raisonnement négatif dont j'ai parlé tout à l'heure. Et sachez que se tromper, c'est tout à fait normal. Moi, je sais que j'ai commencé mon ECN, donc le vrai ECN, encore une fois, hein, question, justement, c'était ça, question 2, question 3, je sais plus. On vous pose la question, vous répondez, puis la question suivante, dans l'énoncé, vous avez la réponse, vous savez que vous avez faux. Bon, bah, ça fait mal, hein, vous savez que c'était les trois premières minutes de l'ECN, je savais déjà que j'avais faux. Bah, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde, d'accord? Même le major, il se trompe, donc on se laisse jamais déstabiliser. Enfin, en tout cas, on anticipe ça au maximum. On sait qu'il y aura des questions, on sait qu'on va se tromper, on sait qu'il y aura des notions compliquées, et on sait également qu'il y aura des questions parfois ambiguës qu'on va trouver mal posées. Et voilà, ça va arriver, il ne faut pas se déstabiliser. Et encore une fois, sur les questions ambiguës, c'est vraiment, il faut essayer d'aller au plus simple. Quand vous avez un doute, quand vous ne savez pas, je me répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous ne cochez pas trop. Vous cochez juste la réponse dont vous êtes certain si la question est un peu ambiguë. Et vous ne vous lancez pas dans des choses un peu bancales. Un autre type d'erreur que je pense il est vraiment interdit, c'est les erreurs de calcul. Alors ça, quand vous entraînez vraiment, je vous invite à poser vos calculs parce qu'à l'ECN de l'année dernière, le CN 2020, il y avait un calcul d'IMC qui a été demandé et dans plusieurs de mes amis, ils ont répondu des réponses différentes. Donc forcément, il y en a qui ont eu faux. Et honnêtement, ça c'est voilà, c'est pas possible, quoi. C'est interdit. Le jour de l'ECN, vous pouvez pas vous tromper sur un calcul type IMC. Donc vraiment, apprenez à poser vos divisions et quand vous vous entraînez, posez vos calculs. C'est le type d'erreur qu'on n'a pas le droit de faire. Et enfin, voilà, donc je me répète aussi, mais les questions litigieuses, nulles, voilà, elles seront là, ça va arriver, c'est pas grave, faut passer au-dessus. Donc c'est à peu près tout pour le déroulé de pendant l'épreuve. Je vais juste parler un petit peu de après l'épreuve, le classement, et je reviens un peu sur les questions juste après. Donc après le concours blanc, forcément, on va regarder le classement, c'est la chose qui nous intéresse tous. Mais comme j'ai dit en début de conférence, je pense que
le classement, c'est pas le nerf de la guerre de ce concours blanc, d'accord? C'est pas le but principal. Le but est vraiment de vous mettre en condition type ECN, de vous forcer à vous entraîner, à bosser 3 heures, 3 jours, etc. De mettre en place votre méthodologie. Et là, le classement, enfin, je veux dire, on est en décembre. Ce classement, c'est pas le classement de l'ECN, hein, il est pas, voilà. Le but, c'est pas de cartonner. Si vous arrivez bien classé, bah, c'est tant mieux, c'est génial. Si votre classement, il est moins bon que ce que vous vouliez faire, c'est pas grave, d'accord? C'est pas, on est en décembre. Il y a énormément de facteurs qui jouent. Moi, j'ai vu des gens bien classés qui, malheureusement, ont complètement reculé par la suite. J'ai vu des gens qui étaient mal classés, qui ont tout défoncé. Enfin, bref. Voilà. Prenez du recul par rapport à ce classement. Et si vous arrivez pas bien classé, c'est pas grave, faut pas vous écrouler, d'accord? Il y a plein de raisons de prendre du recul. Premièrement, votre programme, il n'est pas fini, d'accord? Vous n'avez pas fini votre préparation, ça dépend de la manière de chacun de travailler. Vous allez avoir les personnes qui vont bosser très vite, qui vont déjà avoir fait 15 tours, et puis vous allez être en train de galérer à finir votre premier tour. Donc ça, c'est normal. Il y aura peut-être des matières, beaucoup de matières qui sont tombées, que vous n'avez pas revues depuis la D2. Bref, cette ECN blanc n'est pas un bon reflet de vos connaissances et de votre classement à l'ECN futur. Vraiment, 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 ne vous laissez pas du tout abattre par ça. On a une période de l'année, on est encore très tôt. Ça va vraiment, ça dépend de la manière de chacun de travailler. Moi, je sais que je suis pour le coup plutôt lent, justement. Donc, j'ai pas fait forcément mes meilleurs classements au début. Puis après, voilà, dites-vous que voilà, vous êtes la courbe bleue au cours de cette année. Donc, au début, vous êtes peut-être un peu plus lent que les autres, mais après, je suis sûr que vous allez les rattraper. Et autre raison de prendre du recul, donc forcément, hein, les conditions actuelles vont faire que l'épreuve sera probablement pas tout à fait homogène. Les personnes vont le faire de manière différente, d'autres plus ou moins sérieusement. Ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, enfin, le meilleur service que vous vous rendrez, c'est de le faire le plus sérieusement possible. C'est vraiment ce qui va payer le jour J. Si vous le faites avec le bouquin sous les yeux, bah, enfin, vous allez peut-être avoir un bon classement, mais ça va pas vous rendre service pour dans 8 mois. Donc vraiment, faites le plus sérieusement possible, en sachant évidemment qu'il y aura des personnes qui vont pas le faire dans les mêmes conditions que vous, mais tant pis, c'est pas grave. Ça fait partie des choses qu'il faut accepter. Ça sera pas le cas le jour J. Et vous, voilà, vous êtes plus intelligent que ça, donc vous le faites à fond. Et enfin, le sujet. Donc oui, évidemment, parfois les ECN blancs, je sais que moi, bah, les sujets sont parfois critiquables, parfois c'est du réchauffé, parfois c'est des DP qui étaient déjà tombés pour certaines facs, etc. Parfois, parfois en plus, je sais que les facs sont décalées parfois, donc il y a des sujets qui peuvent fuiter. Bref, il y a plein de raisons d'avoir des limites sur ce concours blanc, enfin des limites au classement. Il n'est pas idéal, hein, ce concours blanc, c'est sûr, hein, c'est jamais le cas, mais vraiment allez-y, prenez l'entraînement qu'on vous propose, imposez-vous des conditions les plus proches possibles de l'ECN, mettez-vous justement dans cette difficulté de ne pas avoir fini votre programme parce que vous ne serez pas serein le jour de l'ECN non plus. Et le classement, voilà, prenez-le avec beaucoup de recul parce que il y a beaucoup de limites. Ça, c'est juste pour le reflet de l'année dernière, c'est un Google Trend, hein, le sujet c'était diverticules de... oh, pardon. Le sujet c'était diverticules de Meckel. Bah, forcément, vous voyez que le taux de recherche à 16 heures a explosé. Bref, ce concours blanc, il aura forcément des limites, mais allez-y et prenez voilà, du recul sur le classement. Ok? Donc c'est tout principalement pour le concours blanc et vraiment comment le faire sur la méthodologie des QI, des DP, des LCA. Si vous voulez que je revienne dessus, n'hésitez pas. Maintenant, on va parler un peu plus de l'ECN. Juste avant ça, je vais répondre aux questions donc, que vous m'avez posées dans le chat. Sachez que le but de cette conférence, c'est surtout de parler du concours blanc. C'était pas de faire une méthode de l'ECN, donc je vais l'aborder, mais vous verrez que ce sera un petit peu plus rapide. Alors, je vais lire un peu vos questions. Donc, j'ai peur d'en avoir manqué certaines. Si jamais j'ai loupé un, n'hésitez pas à me les renvoyer. Donc, je vois que j'ai des adeptes du brouillon, c'est bien. Comment réviser les questions d'anat et de physio, étant donné que c'est quand même assez vaste? Et bien ça, justement, moi ce que je te conseille, c'est aussi par rapport, enfin je rebondis un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la conférence Cartésia, le fait que, enfin une des philosophies et ce qu'essaient de transmettre aussi les conférenciers, c'est qu'il faut comprendre à la base avant d'apprendre. Et je pense que justement pour tout ce qui est anat et physio, si tu apprends, entre guillemets, si tu te poses pas de questions quand tu apprends quelque chose dans un bouquin, et même en D4, hein, en D4 il a encore temps de... Enfin clairement même, hein, en D4 c'est là moi où j'ai le plus creusé la physio. C'est là où j'ai le plus creusé aussi la natte, hein, c'est pas, là vous avez entre guillemets le temps.
même si je sais que vous êtes probablement déjà en retard sur votre programme, c'est le stress, mais vous êtes à 8 mois des ECN. Il faut prendre le temps de comprendre les notions que vous lisez. Donc, comment réviser ces questions-là? En fait, réviser les questions d'anat et de physio, il ne faut pas les réviser entre guillemets à part entière. Je pense qu'en fait, ça va, tu vas naturellement les réviser si tu te poses des questions quand tu lis quelque chose. Si tu fais ton item AVC et que tu réfléchis justement à l'anatomie du cerveau, si tu te fais une petite fiche, moi je m'étais fait des fiches d'anat comme ça de rappel sur certains chapitres. Si tu te poses les questions justement des notions que tu vas lire, tu vas essayer de comprendre. Et naturellement, tu vas apprendre la physio et tu vas aussi apprendre la natte qui est essentielle. Parce que les questions d'anat qu'on va vous poser à l'ECN, c'est justement des questions qui ont un impact derrière soit sur le diagnostic, soit sur la prise en charge. Enfin, c'est des questions d'anat qui ont un impact. On ne va pas vous demander juste comme ça, random, de citer. Enfin, en tout cas, il y a de plus faibles chances que ça arrive. On ne va pas vous demander une entité anatomique qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'impact entre guillemets derrière physiopathologique. Alors on vous demandera probablement les choses qui justement ont un impact sur le traitement, etc. Donc n'hésitez pas à vous faire des petites fiches. Moi je m'étais fait pour mon tour de neuro, enfin je pense à un neuro parce que c'est quelque chose qui s'y prête, mais je m'étais fait, j'avais pris du temps, j'avais pris toute une journée pour me faire une fiche de rappel d'anat de neuro, pour me remémorer justement les différentes structures du cerveau, mais également toutes les voies de sensibilité, les voies motrices, essayer de bien comprendre ce que c'est le système pyramidal, extra-pyramidal, lemniscal, etc. Je pense que vraiment c'est essentiel. Il faut pas aller vite sur les items. Il faut vraiment aller à fond, les comprendre, en faire le tour. Et c'est comme ça que vous serez solide sur vos connaissances, que vous allez les retenir et qu'également vous saurez les manipuler et mieux les manier. Alors, dans le collège, il y a souvent plus de contenu. Ah, d'accord, je comprends ta question par rapport aux objectifs. Donc, ma question, c'est plutôt que dans le collège, il y a souvent plus de contenu que les objectifs cités en début de chapitre. Euh, donc, est-ce qu'on peut zapper, entre guillemets, le contenu du collège si ça répond pas forcément aux, aux objectifs qui ont été marqués au début? C'est pas moi qui fais, c'est pas moi qui fais les épreuves, mais à titre personnel, si t'es dans le collège, j'apprenais quoi. Je pense que c'est un peu risqué si un enseignant, si celui qui a fait celui qui a fait l'item a pris la peine, sauf s'il marque explicitement que c'est à titre informatif et qu'il ne faut pas l'apprendre. Dans ce cas-là, on est d'accord, hein, on s'en comprend pas l'esprit. Mais si jamais c'est noté, je pense que la personne qui a fait l'item, c'est donc un des référents du sujet. C'est probablement quelqu'un aussi qui va poster des DP, en tout cas qui gère une équipe qui fait des DP. Bref, s'il a pris la peine de vous mettre cette notion-là, je pense que c'est que ça a un impact derrière et il faut l'apprendre, je pense. Et c'est souvent piégeux, hein, malheureusement, entre ce qui est dit et ce qui tombe vraiment. Je pense que moi, j'aurais tendance à apprendre. Alors, en ortho, beaucoup de traitements ne seraient pas à connaître. Encore une fois, si c'est dit explicitement dans le bouquin, s'ils le mettent vraiment que c'est à titre informatif, pardon, euh, je pense qu'il ne faut pas perdre de temps avec. S'ils ne le précisent pas clairement, euh, il faut plutôt le faire. T'as fait combien de tours? Je vais en parler juste après, j'en ai fait 3, mais j'en parle juste après justement quand je parle un peu de l'ECN. Conseilles-tu de faire un tour, puis après que de l'entraînement à partir de mars-avril? Alors, je conseille vraiment pas ça, parce que tu vas voir que mars-avril, tu n'auras pas du tout, enfin, je pense que tu n'auras pas fini, tu n'auras pas fini de tout apprendre, et tu vas avoir oublié beaucoup de choses que tu auras vu avant. Le CN, faut bosser constamment son cours jusqu'au bout. Et bien sûr, après, l'entraînement prend une part de plus en plus importante, mais ce qui a toujours une part prépondérante, vraiment, c'est les cours, hein. Donc, non, je te conseille pas de faire que l'entraînement à partir de mars-avril, mais je pense que de toute façon, tu vas t'en rendre compte toi-même, hein. Quand tu vas arriver à mars-avril, je pense que tu n'envisageras pas de faire que l'entraînement, tu vas te rendre compte qu'il va falloir faire du cours encore et encore, parce que tu auras oublié plein de trucs, que tu vas vouloir aller plus loin dans les détails. Donc, à fond le cours, et je vais en parler juste après, hein. Est-ce que tu conseilles de faire les ECN blancs avant la D4? Pas, non, enfin ça je vous le conseille pas. Sauf si c'est proposé dans le cadre d'une préparation, je sais pas s'il y a une prépa ou quelque chose qui est un peu entre guillemets informel. Si on vous propose de faire un entraînement type ECN blanc, vous pouvez si vous en avez envie. Mais je pense qu'il
Il faut pas sinon faire des, enfin, en tout cas, faut pas faire des annales, faut pas faire des sujets de scène blanc avant la D4, ça n'a pas vraiment de sens. Je pense qu'avant la D4, il faut se concentrer vraiment sur la matière que vous êtes en train de voir à fond, justement, et essayer justement de vous enlever toutes ces épines du pied en D4, c'est-à-dire les rappels d'anat, de physio. Encore une fois, hein, en D4, il n'est pas trop tard pour le faire. Moi, c'est principalement là où je l'ai fait, mais essayez déjà d'avoir cette démarche en D2, D3. Et je ne vous conseille pas donc de forcément faire les ECN blancs avant, mais si vous en avez envie, vous pouvez. Faisais-tu la méthode des J pour relire tes cours? Alors, est-ce que, je ne sais pas trop ce que tu veux dire par là, est-ce que tu veux dire par là, genre je vois mon cours à J1 et je le relis rapidement, je sais pas, j'ai n'importe quoi, hein, mais à J7 et je fais des entraînements à J14. Alors moi, personnellement, je faisais pas ça. Parce que j'avais pas le temps malheureusement de revoir, je travaille trop lentement, j'avais du mal à boucler mon programme, j'avais pas le temps de refaire ce que j'avais fait avant. Mais je pense que c'est une bonne méthode, honnêtement. Si tu arrives à le faire, si tu es suffisamment organisé pour le faire et que tu as assez de temps dans ta journée pour revoir un petit peu ce que tu as fait avant, je pense que c'est une très bonne méthode de se rappeler régulièrement les choses comme ça. Donc moi, je le faisais pas, mais je pense que si tu arrives à le faire, c'est bien. Ton pourcentage de SIDES à la fin de la D4, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux dire par là, genre à quel point je m'entraînais? Je vais en parler justement après. Est-ce que mes classements sur ECNI étaient représentatifs ou pas du tout? Bah, malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question parce que moi, je n'étais pas justement sur ECNI. Comme je vous l'ai dit, je m'entraînais très peu. Et donc, mes classements sur ECNI n'étaient pas. Je peux pas les rendre. Voilà, j'en avais pas. Après, si je peux étendre un peu ta question, est-ce que mes classements étaient représentatifs sur le CN, du coup, par exemple, est-ce que les confs de la fac ou est-ce que les ECN blancs étaient représentatifs? Bah, franchement, à titre personnel, moi, ça a été plutôt, ça a été crescendo, c'est-à-dire que je suis assez lent à travailler, donc voilà, au début, c'était pas vraiment représentatif, mais sur la fin, ça l'a été. Je pense que vraiment, ça, c'est variable. Enfin, tout peut se voir, hein. Moi, j'ai des potes qui étaient, enfin, je pense à une amie en particulier qui était bien classée, puis après qui a un petit peu eu un moment de down et qui en fait le jour de l'ECN, enfin, voilà, elle a tout défoncé, donc je pense que c'est très variable. ECNVA, il y avait une info, ne tombera pas, et c'est tombé, donc ouais, malheureusement, voilà, c'est ce genre de choses. Est-ce que je révise avec des fiches? Donc ça, voilà, je vais en parler juste après. Donc je pense que vous avez pas mal de questions là sur moi, comment j'ai fait à l'ECN pour la méthode. Donc je pense qu'il est temps d'aborder ce sujet-là. Même si ce n'était pas le but premier de cette conférence, voilà, je voulais quand même vous en toucher un mot parce que je pense que c'est important. Et puis visiblement, vous avez des questions à ce sujet-là. Donc, comment on s'organise? De toute façon, je pense que là, on est bientôt en décembre, donc vous l'avez déjà fait. Et si c'est pas déjà fait, je vous encourage très, 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 très vivement à le faire. Il faut faire un programme sur l'année. Il faut vous faire un programme. Je sais que c'est pas évident d'anticiper comme ça à peu près 8 mois à l'avance, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment faire cet effort-là, même s'il faut prendre une journée, que c'est encore une fois embêtant de sacrifier une journée sur ses révisions. Je pense que c'est très, 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 très rentable. Enfin, c'est indispensable, honnêtement, de faire un programme. La première raison, c'est que ça va vous faire prendre du recul, en fait. Tout comme il était essentiel lors d'une épreuve de savoir où on en était, d'avoir ce chronomètre un petit peu dans la tête. Là, c'est pareil, c'est essentiel de savoir comment est-ce qu'on avance sur l'année. C'est très dur quand vous révisez au jour le jour, c'est très dur de vous dire est-ce que j'avance suffisamment vite ou pas, si vous n'avez pas un programme justement pour vous faire prendre du recul et pour vous dire bon bah je mets une semaine pour telle matière, 10 jours pour celle-ci, 2 semaines pour la PED parce que c'est gros, enfin je sais pas, faites comme vous voulez, mais voilà, il faut avoir une vue d'ensemble, c'est indispensable parce que sinon vous n'allez pas du tout avoir un recul sur votre rythme et vous vous exposez à de mauvaises surprises, à vous rendre compte que vous êtes beaucoup trop lent, entre guillemets, en tout cas que vous ne l'avez pas anticipé suffisamment. C'est pas grave d'être lent, hein, vraiment, c'est chacun sa méthode, on en parlera juste après, hein. Il y a des gens qui ont fini leur tour très tard et qui sont arrivés très bien classés. C'est juste, il faut être en accord avec sa méthode et il faut juste le voir venir. Tout est une question de contrôle, voilà. Donc vraiment, faites un programme pour prendre du recul, pour voir à quel point vous avancez, pour savoir si vous êtes suffisamment rapide ou pas. Et en plus, ça vous donne des objectifs. Vous savez que ça vous motive aussi, hein, parce que forcément, si on n'a aucun objectif, on peut avoir tendance à être un peu plus laxiste, à se dire bon bah là ça va, j'ai bien bossé. Si vous avez un programme à tenir, bah forcément, si vous êtes en retard, vous allez un peu plus charbonner, vous allez vous dire, et au contraire, vous allez également vous
vous autorisez des pauses quand vous allez être dans les temps, même si, soyons honnêtes, un programme, on le tient rarement, hein. Personnellement, tous mes programmes, j'en ai tenu aucun, j'ai toujours débordé, mais c'est pas grave. Ça me faisait un coup de fouet, hein, quand je faisais mon programme, quand je le reconsultais de temps en temps, quand je voyais comment j'avançais. Je me disais: «Bah mince, j'avance pas assez vite», donc ça met un coup de fouet, on voit où on en est dans l'année et vraiment c'est, je pense essentiel de faire cet effort-là. Moi, je pense que vous pouvez le faire, de manière plus ou moins détaillée. Personnellement, je n'avais pas fait, cet effort-là. C'est-à-dire que je comptais juste très grossièrement en semaines, pour mon premier tour. Combien de semaines je réservais à chaque matière. Donc typiquement, je sais pas, pneumologie, je mettais une semaine, cardiologie, je mettais 10 jours, la PET, je mettais 2 semaines et comme ça, j'arrivais à savoir donc, je devais avoir fini mon donc par exemple, je mettais aussi, j'avais prévu une semaine, je me souviens pour, santé pu, et ce genre de choses et donc ça vous permet en fait de savoir à peu près quand est-ce que vous allez finir votre 1er tour et donc moi je savais que je devais finir, vers, mi-février, ce qui n'a pas été le cas, mais au moins, je voyais où j'en étais et je savais que j'avançais pas assez vite donc je boostais un peu plus. Je vais vous dire après, hein, quand est-ce que j'ai fini mon premier tour et tout ça. Heu, Comment tu as fait également sur l'année? Je pense que le CN c'est très long, vous en êtes rendu compte. Là en plus c'est pas facile en ce moment. Donc vraiment, je pense qu'il c'est bien de bosser seul, hein, mais il faut essayer de varier au maximum les manières d'apprendre. Heu, Tout simplement pour, pas devenir fou, hein, sur l'année. Donc bossez seul, mais voilà, et faites des confs ou des sous-cols si ça vous tente, hein, bien sûr. N'hésitez pas à faire ça, à vous entraîner, par exemple le soir. Souvent, moi, ce que je faisais, c'est que le soir, quand j'avais un peu plus de mal à être concentré, on a plus de mal à lire. C'est plus dur le soir, donc justement, on peut faire du cours toute la journée. Et le soir, quand on a un peu plus de mal, passer plutôt à un entraînement. On fait des DP. Donc voilà, essayez de varier les manières de travailler, seul, à plusieurs, à l'oral, justement, en faisant des sous-cols pour tout simplement apporter un peu de diversité dans votre long marathon qu'est la préparation à l'ECN. Donc on y vient sur, sur le tu faisais combien de cours par jour en moyenne? Donc je vais en parler. Heu, vraiment après voilà, il y a une diapo comme ça où je détaille un peu pour plusieurs personnes. J'ai mis quelques témoignages sur, par exemple le ratio d'apprentissage-entraînement et cetera. Donc on va y venir, hein, pour ces questions qui sont centrales, hein, c'est normal. Le CN, c'est du cours. Vraiment, ça c'est du cours, du cours, du cours, du cours. C'est ce qu'il faut mettre l'accent dessus, d'accord? Je pense qu'il faut s'entraîner un petit peu, c'est normal, c'est essentiel. Il faut notamment saisir les entraînements que sont les concours blancs, mais il faut votre majorité du temps, ça doit être du cours et vraiment ça, je pense que vous vous en rendez compte au fur et à mesure, que vous avancez. Vous verrez en D4 justement quand je parlais par exemple de la LCA, on a l'impression que c'est la compréhension de texte et finalement plus on bosse son cours, plus on se rend compte que, on débloque certains «points» entre guillemets, quand on débloque en tout cas un niveau supérieur, quand on fait le cours. Donc vraiment le CN, c'est du cours, faites à fond. Le support de cours, on va en parler tout à l'heure, hein, le support de cours de chacun, mais des différents témoignages entre guillemets que j'ai recueillis. J'ai juste demandé à 5 personnes. Hem, c'est propre à chacun. Si c'est des fiches pour vous, tant mieux. Si c'est en Anki, tant mieux. Si c'est juste le collège, ça peut le faire aussi. Vraiment, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, vous faites aucune impasse. Vraiment, c'est indispensable. Alors, aucune impasse et même pour les matières un petit peu annexes, je ne dis pas qu'il faut forcément faire tous les collèges. Ça encore une fois, ça dépend des personnes. Mais moi personnellement, j'ai pas fait du tout tous les collèges. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire, hein, mais je vous dis, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Par exemple, le collège de parasito, enfin bref, j'ai jamais ouvert. Le collège de nutrition aussi. Par contre, aucune impasse. Ça veut dire que pour faire ces matières-là, moi, j'avais utilisé, je vous en parle après, mais j'avais utilisé les fiches codex. Et donc, j'avais lu toutes les fiches codex de parasito, de nutrition. Voilà, il faut pas, enfin, c'est interdit d'arriver le jour de l'ECN sur un DP dont vous n'avez aucune idée du sujet. Ça fait vraiment trop mal. C'est pas possible. Enfin, vous allez perdre trop de points. On n'est pas obligé de connaître par cœur les questions de santé publique. Je pense que c'est pas forcément nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de les connaître par cœur, mais il faut avoir faut au moins
avoir lu, avoir une notion et savoir répondre à des questions de base. Parce que si vous faites une impasse et que vous n'avez même pas ce premier niveau, vraiment, je pense que vous vous exposez à de grosses déconvenues. Donc, aucune impasse, mais vous pouvez faire. Moi, j'avais pas le temps de lire tous les collèges, donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais pas fait forcément le collège de nutrition, enfin, j'avais pas fait tous les collèges, mais j'avais vu toutes les matières au travers de fiches, ce qui permettait donc d'aller plus vite, des fiches déjà préfaites. Mais il y a d'autres personnes arrivées mieux classées que moi qui ont fait tous les collèges, hein. C'est vraiment propre à chacun, mais si jamais il y a des personnes qui sont comme moi, qui n'arrivent pas à tout voir, voilà, ne paniquez pas, sachez que c'est possible. Euh, Au niveau des entraînements, les annales, voilà, faut se les réserver pour la fin de l'année. C'est vraiment c'est le reflet de l'ECN, hein, c'est ce qui est vraiment tombé. Donc je pense qu'il faut se mettre dans l'ambiance des annales, justement, dans l'ambiance de l'ECN, voir un peu c'est quoi les vrais sujets à la fin de l'année. Ça sert à rien de vous griller ces cartouches trop tôt. Personnellement, j'ai pas fait, parce que j'imagine que quelqu'un m'a posé la question, j'ai pas fait trop d'annales. Comme vous l'avez compris, j'étais pas beaucoup entraînement, j'étais surtout cours. J'ai fait 2 ou 3 années en arrière d'annales. Je suis pas remonté jusqu'à 1995, quoi. Mais dans tous les cas, je pense que si jamais il y a des personnes qui en font beaucoup plus que moi, je pense que c'est aussi une bonne chose, mais vraiment, faites-le à la fin. Commencez pas les années tout de suite parce que c'est un très bon entraînement, c'est le meilleur. Et donc, vous grillez pas vos cartouches trop vite. Donc, on va arriver un petit peu sur le vif du sujet. Je vais faire les témoignages, enfin un petit peu les points méthodo globales sur l'OCN des différentes personnes. Donc je commence par moi-même. Et ensuite, je réponds à toutes vos questions. Ok. Donc, parce que peut-être que là, je vais répondre déjà à une partie. Donc, comment moi je travaillais sur quel support pour mon cours. Donc, j'avais personnellement les fiches donc Codex que je trouvais plutôt complètes. Alors, je sais que malheureusement, elles sont peut-être, enfin, elles sont remises à jour, mais pas forcément par la même personne. Donc, je ne sais pas si la qualité est toujours la même que la personne qui les faisait, enfin, que quand c'était fait par la personne initiale. En tout cas, je sais qu'il y a plein d'autres fiches qui existent, hein. Il y a la martingale, le Matchbook, enfin bref, il y a plein d'autres supports. Moi, je suis attaché à aucun en particulier. Vraiment, prenez juste celui qui vous correspond. Je pense qu'il faut un support quand même, enfin ça dépend comment vous avez travaillé, mais il faut un support moi je voulais quelque chose de complet déjà. Donc comment je faisais? Moi j'ai commencé à afficher en D4 malheureusement, j'ai pas commencé avant. J'avais fait juste la pédiatrie en D3, j'étais très content de l'avoir fait avant, ça m'a économisé du temps, donc si jamais vous avez fiché en D3 tant mieux. Mais si vous avez rien fiché avant la D4, bah c'est pas grave, hein. Moi, tout sauf la PED, j'ai tout fiché en D4 et d'autres personnes dont je parlerai après également. Donc mon support, moi, c'était les fiches codex que je modifiais sur l'ordinateur. C'est très simple, hein, pour faire la conversion PDF Word. Vous trouvez ça en 2 secondes. Et donc je faisais ça donc, avec le collège. Donc je faisais tous les items avec la fiche et le collège à côté. Le but c'était donc ça c'était tout mon premier tour. Pendant tout mon premier tour, j'ai fait donc ces fiches que je modulais, je mettais de la couleur, je supprimais ce que je voulais, je rajoutais mes notes, je mettais des explications de physiopathe, j'insérais des images d'anapathe, bref. J'essayais de moduler la fiche le plus possible avec les collèges et mon but c'était vraiment, une fois fini mon premier tour, donc vers début mars, mi-mars, mon but c'était vraiment de ne plus jamais, entre guillemets, réouvrir les collèges. Vous vous doutez bien que c'est pas ce qui est arrivé, hein. Évidemment, j'ai dû réouvrir les collèges par moment, mais vous comprenez la philosophie. C'était vraiment de tout centraliser sur un support de cours. Je pense qu'il faut éviter de se disperser, hein, aussi. Faut essayer de tout centraliser au maximum. Vous trouvez le support de cours pardon, qui vous correspond et vous mettez tout dessus pour pas perdre de temps à aller à droite, à gauche. Et voilà. Donc moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé à partir de la DD4, je fichais sur le codex à partir du collège, en sachant que j'ai galéré, hein, pour trouver ma méthode. J'ai fait plein de choses. J'avais jamais fiché de ma vie avant. Enfin, j'ai jamais fiché de ma vie avant la D4. Donc j'ai galéré à trouver une méthode. Donc c'est normal si vous avez aussi du mal. J'ai essayé plein d'autres fiches avant. J'étais pas satisfait. Donc voilà, si vous avez du mal à trouver, si vous avez eu du mal à trouver votre méthode, c'est normal, c'est pas grave, vous n'avez pas pris un retard, vous n'avez pas pris de retard, c'est tout le monde qui se cherche un petit peu. Et voilà. Donc moi, c'était comme ça que je faisais. Au niveau de l'organisation de ma semaine, donc j'avais une pause tous les samedis soirs.
C'est-à-dire que j'ai arrêté de bosser, ça dépend, mais 18h30, 19h. Ça, c'était les samedis soirs, donc il y avait la pause. Je pense que c'est vraiment important de garder des moments de pause dans l'année pour pas devenir fou, vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, je veux vraiment garder des moments de pause. Et le dimanche, je me faisais donc une journée un peu plus light. Donc il y a des dimanches où j'ai pas du tout travaillé. Et sinon, ce que j'essayais de faire le dimanche, c'était donc mon sujet de LCA. Et souvent, j'avais donc ma sous-colle qu'on faisait le soir. On commandait à bouffer, c'était plutôt sympa et c'était un moment d'apprentissage, mais plus dans la détente. Souvent, je faisais mon article le matin et la journée, ça dépend. Soit j'arrivais à lire deux trois items, soit je faisais un peu d'entraînement, soit parfois je bossais pas du tout. Vraiment, le dimanche, c'était un petit peu à la carte. Et je pense que c'est important d'avoir des moments de pause comme ça. Est-ce que j'ai maintenu ça jusqu'au bout? Oui, quasiment. Forcément, j'ai réduit mes temps de pause, hein, à un mois de l'ECN. J'ai commencé enfin même à un peu plus d'un mois, j'ai commencé à bosser régulièrement les dimanches. Et puis à 15 jours avant, mes pauses ont commencé à sauter de plus en plus. Encore une fois, je pense que ça, c'est pas du tout nécessaire. C'est-à-dire que si enfin moi c'était aussi une question de, faut vous écouter, hein. Moi je savais que j'étais un peu stressé, machin. Donc j'avais pas forcément envie de prendre de pause tout le temps. Si vous en sentez le besoin, je pense qu'il faut se garder un moment de pause. Alors je vous dis pas de prendre 3 jours de pause toutes les semaines dans le mois qui précède le CN, mais s'il faut la garder, enfin moi le samedi soir généralement je me suis quand même gardé, hein. Donc essayez de garder voilà, ce petit moment de pause si vous en avez le besoin. Au contraire, je pense que c'est très important de savoir garder un équilibre pendant le CN. Et c'est pas bosser un samedi soir de plus qui va faire la différence, hein, clairement pas. Alors que prendre un moment de pause, au contraire, ça peut faire la différence parce que ça peut faire que vous ne vous écroulez pas sur la semaine qui vient, parce que ça sert à rien. On a tous connu le moment où on force, on force, on force, et puis après on a un gros passage à vide. Ça, il faut l'éviter, et il faut l'éviter justement en anticipant et en prenant les pauses avant que le besoin s'en fasse ressentir. Donc voilà, prenez vos moments de pause. Les sous-cols, alors moi oui, personnellement j'ai trouvé ça super bien. Pareil, j'en avais jamais fait avant la D4, hein. J'ai testé beaucoup de choses en D4, les fiches et les sous-cols, et franchement c'était enfin, pour moi, je valide quoi. On était trois dans ma sous-colle. On faisait ça donc un soir par semaine, le dimanche généralement. Et on faisait ça, voilà. On choisissait pas beaucoup d'items. Généralement, on en prenait entre 3 et 5, qu'on bossait bien. Et on s'interrogeait mutuellement. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais si on fait enfin, je sais pas, dans 3 items, endocardite infectieuse, lupus et sarcoïdose. On le bossait tous les trois, et ensuite on choisissait le jour J un qui allait interroger donc les deux autres. Donc moi par exemple je faisais endocardite infectieuse, et donc vraiment faut que ça fuse, hein. Faut poser plein de questions, tout dans les moindres recoins à mes deux compagnons. Donc je faisais endocardite infectieuse, ensuite il y en avait un qui faisait lupus pareil, qui nous interrogeait à balle, hein. Vraiment faut que ça fuse les questions, et voilà. Si le chiffre de la sous-colle, de toute façon là je pense que vous avez déjà vos groupes de sous-colle, je pense que le plus efficace, c'est 2, hein. Nous, on était 3. Je pense que le plus efficace, c'est 2 parce que forcément, c'est un ping-pong. Vous faites les questions très vite. Mais voilà, je pense que si vous êtes à 3 ou 4, vraiment 4, gros maximum, hein. Sinon, après, ça, je pense que c'est trop compliqué d'être bien concentré. Donc, la fin de mon premier tour, moi, c'était début mars. Alors, je réponds juste après aux questions, du coup. La fin de mon premier tour, moi, c'était plutôt début mi-mars. J'ai été, je pense, relativement lent. Je n'étais pas une catastrophe, mais je n'étais pas le plus rapide. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Il ne faut pas vous laisser déstabiliser. Si votre manière de faire, c'est de prendre du temps, mais de voir les choses bien, bien dans le détail, dans l'exhaustivité, dans la profondeur, et quitte à faire moins de tours. J'ai fait donc 3 tours. Enfin, sur mon programme, j'avais 3 tours. Et forcément, vous vous doutez que j'ai pas été aussi long pour les premiers enfin, pour les deux suivants. C'était de plus en plus rapide, c'est-à-dire qu'à la fin, mon deuxième tour, c'était par exemple une journée pour une matière. Donc, mon premier tour, j'ai fait une demi-semaine à 2 semaines en fonction du volume de la matière. Mon deuxième tour, j'étais sur une journée max par matière. Deux, vraiment, 2-3 journées, c'était une grosse matière, mais pas plus.
Et ensuite, mon troisième tour, bah, c'était vraiment un tour éclair, hein. Là, c'était en 2 semaines, j'ai essayé de tout revoir. Évidemment, vous ne revoyez pas tout, mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait moi mes 3 tours. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Encore une fois, ça dépend de votre manière de travailler, mais moi, je trouvais ça plutôt bien. Le ratio de l'apprentissage entraînement, donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, moi, j'ai fait beaucoup de cours. Et je vous spoil un peu, mais la plupart des gens ont fait énormément de cours, hein. C'était vraiment quasiment pas d'entraînement. Voilà, la plupart des gens ont fait vraiment du cours. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le CN, c'est vraiment du cours. Donc moi, je me suis quasiment pas entraîné. Pendant tout mon premier tour, je faisais pas d'entraînement, hormis les cons. Enfin, j'avais des confs où je faisais des entraînements et également les concours blancs. Mais sinon, je faisais pas d'entraînement pendant mon premier tour. Et donc, j'ai commencé à m'entraîner donc à la LCA, comme je vous l'ai dit, à partir de janvier, un article. Ça, je pense, s'il y a un entraînement à faire, c'est vraiment celui de la LCA. Vraiment, je pense. Donc ça, un article par semaine en janvier. Et ensuite, vers la fin, j'ai commencé donc à m'entraîner un peu plus, forcément à faire les annales, comme je vous l'ai dit. C'est peut-être un petit regret, entre guillemets, une petite chose que j'aurais, c'est faire plus d'entraînement parce que dans mes souvenirs, j'ai réussi à faire que 2 annales, voire une et demie, et j'aurais bien aimé en faire plutôt deux, trois, enfin en faire plutôt trois. Et je pense que j'aurais dû m'entraîner un petit peu plus sur la fin. Mais quand je dis sur la fin, c'est vraiment genre les 3 dernières semaines. C'est-à-dire qu'avant, ce que je faisais, c'était vraiment 99% sur l'année, c'est à peu près ça. Mais avant le dernier mois de l'ECN, c'était vraiment 99% d'entraînement et de cours, pardon, et très peu d'entraînement. J'espère que j'ai à peu près répondu. De toute façon, je vais lire après les questions. Je vous mets ça en relief un petit peu avec d'autres témoignages. Donc Gabriel, qui est arrivé dans le 48e, lui, il bossait pareil sur des fiches, donc lui personnelles, qui étaient faites à partir du collège. Pareil, il a fait ça pendant son premier tour. De la même idée, enfin, il prenait toujours un temps de pause plutôt le dimanche, un peu plus, lui, ce qu'il appelle un dimanche plus light. Donc c'est-à-dire qu'il allait de 11 h, donc il faisait une petite grasse mat, 17 h à la BU, puis après il faisait ça sous colle. Puis il me dit qu'il a eu, voilà, pendant le confinement, ça a été assez difficile et qu'il a eu un gros moment vraiment où il bossait pas du tout bien, où il passait son temps à scroller, machin. Enfin bref, vous connaissez ça. Voilà, sachez que ça peut arriver. Je pense que pour prévenir ça, justement, il faut prendre des pauses avant que le besoin s'en fasse ressentir. Gabriel a également fait des sous-cols, il faisait pareil, à peu près 4 heures, c'est ce que je faisais aussi, hein, tous les dimanches. Et donc lui, il a fini son premier tour, vous voyez, début avril. Et donc il a fait que 2 tours. Forcément avec un deuxième tour à peu près comme le mien qui était beaucoup plus rapide. Et après, il a revu un peu toutes ces confs de l'année et des notions de points clés. Pareil, principalement beaucoup plus d'entraînement, enfin une écrasante majorité pardon, de cours, excusez-moi. Beaucoup plus de cours que d'entraînement. Et il m'a dit qu'il aurait aimé passer peut-être un peu plus de temps sur justement ces matières santé pub, médecine du travail, médecine légale, etc. Raphaël, lui, donc, il est arrivé centième, il a fait que du collège. Il n'a pas fiché pour le coup. Mais enfin, je vous renvoie tout de suite à. Lui, après coup, il me dit qu'il aurait peut-être dû utiliser justement des fiches pour être un peu plus rapide sur ses deuxième et troisième tours. Justement, quand on cherche des infos, bah, c'est plus rapide si on a une petite fiche plutôt que si on a fait le collège. Mais en tout cas, bon, bref, il est arrivé centième, hein, donc clairement, ça ne lui a pas fait défaut non plus tant que ça. Le collège, un maximum pour lui. Et combien de pauses? Donc, tous les samedis à partir de 19 h et dimanche toute la journée, sauf s'il est arrivé voilà, à relire 2-3 items. Et enfin, je peux vous certifier que c'est vrai, hein. Vraiment, il bossait pas le dimanche, il prenait ses pauses le samedi soir tout le temps. Et il faisait voilà, 30 minutes à peu près de sport par jour, ce qu'il a fait à peu près jusque 3 semaines avant le CN. Il faisait pas de sous-col, lui, mais il faisait en fait avec donc son binôme, c'était sa copine, avec laquelle il a fait donc 2 soirs par semaine, il faisait des entraînements, des DP, et ils faisaient la correction ensemble. Ce qui peut être pas mal aussi, je pense. Donc il a fini son premier tour à peu près comme moi, début mars, et il a fait donc 3 tours, pareil, évidemment de plus en plus rapide. Au niveau de l'apprentissage, donc vous voyez 95% voire moins, donc pareil, il s'est très très peu entraîné, et c'était vraiment vraiment du cours maintenu jusqu'au bout. Et dans son regret, c'est éventuellement, donc, si c'était à refaire, peut-être qu'il ferait plutôt des fiches pour essayer d'être un peu plus rapide. Mais en tout cas, ça lui a pas non plus fait défaut.
Saïma, elle a fait également donc des fiches, à la fois personnelles et puis quand la fiche du codex, un peu comme moi, ça lui allait, elle faisait donc sur le collège, qu'elle complétait pardon, sur le codex, qu'elle complétait donc avec le collège pendant son premier tour. Elle pareil, elle a commencé à ficher en D4, hein. Elle n'avait pas fait ses fiches avant. Sa pause, comme, la plupart des gens, c'est le samedi soir et surtout ce qui est important aussi, je pense que ça c'est un très bon conseil en révision, faites du sport, hein. Franchement le sport c'est enfin, en fait, ce qui vous fait plaisir, hein, mais si vous aimez bien un petit peu, pour vous changer les idées, voilà, c'est important de vous rester assis super longtemps, donc ça vous défoule, vous sécrétez des endorphines, tout ça, c'est cool, donc faites un peu de sport si vous arrivez pendant vos révisions. La Souka, elle conseille à fond, elle en faisait, donc ils étaient 3 les vendredis soirs. La fin du premier tour, donc elle, voilà, elle a bossé, je sais que ça l'a fait énormément paniquer pendant l'année, elle a bossé, enfin son premier tour, pardon, jusque mi-avril. Bon, puis au final, voilà, c'est super bien passé pour elle, donc elle a fait un tour et demi. Si c'était à refaire, je sais qu'elle a un peu stressé vis-à-vis de ça, et voilà, elle me dit qu'elle aurait peut-être pu gagner un peu plus de temps, commencer à afficher plus tôt. Mais voilà, si c'est votre manière de faire, bah, il faut aussi aller à fond de ce que vous savez faire. Et il ne faut pas vous forcer, je pense, à changer votre méthode si elle a déjà marché par le passé. Et donc au niveau de l'apprentissage, encore une fois, c'était beaucoup plus d'apprentissage que d'entraînement, quasiment pas d'entraînement, en dehors des concours blancs et des confs. Donc ça c'est à peu près comme moi, dans l'année j'ai fait vraiment quasiment aucun entraînement, sauf ces deux choses-là. Et comme ça, enfin moi j'ai fait pareil, du coup les 3-4 dernières semaines, pardon, j'ai fait plus de révision. Avec voilà un quart de révision pour 75% un quart pardon, d'entraînement pour 75% de révision à peu près. Et enfin, Zoé, donc, qui est donc arrivée 45e, elle bossait à partir de fiches qu'elle faisait, des sortes de mini-fiches et surtout des Anki. Donc voilà, elle bossait sur Anki par exemple. Et encore une fois, fait à partir du collège au cours du premier tour, excusez-moi. Elle prenait pareil à peu près 3 soirs de pause par semaine, sauf sur la fin, avec surtout, voilà, surtout du sport encore une fois pour essayer de s'aérer l'esprit au maximum, en particulier les jours sans pause et pendant les révisions. Elle n'a pas fait de sous-col. Elle a fini son premier, non, c'est la plus rapide, elle a fini plutôt son premier tour mi-février. Moi, c'est ce que je faisais initialement, puis finalement, ça s'est fini un mois plus tard. Elle a fait 4 tours, donc un profil où elle travaille un peu plus rapidement que les autres. Et voilà, la dernière, c'était une demi-journée par matière, elle lit son dernier tour. Et pareil, une grande majorité, 9 fois sur 10, c'était de l'apprentissage et un tout petit peu d'entraînement. Ce qu'elle conseille également, ça va un peu dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de, voilà, faites. Donc les confs du samedi, ça fait référence aux confs qu'on avait à Paris Descartes le samedi matin. C'est les confs de la fac, mais bref, c'est valable pour tout type d'entraînement. Faites-le à fond. Enfin, franchement, c'est au-delà de se sentir mal, hein, bien sûr, c'est que surtout, c'est pas l'entraînement, vous en profitez pas. Il vous est pas pleinement utile si vous le faites pas à fond. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'ai une dernière diapo, mais je vais juste lire un peu avant vos questions. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions là si vous en avez. Je regarde un petit peu où est-ce que j'en étais. Alors, Marie qui me demande, tu révisais avec des fiches ou les cours du référentiel? Donc je pense avoir répondu. Donc premier tour, j'ai fiché avec le collège au maximum. Après, je faisais mes tours uniquement sur mes fiches, sauf bien sûr 2-3 détails que je devais vérifier sur le collège. Est-ce qu'il vaut mieux prioriser les questions et cas de fin de collège ou aide? Alors, je sais qu'il y a des cas en fin de collège. Bah, comme je te l'ai dit, moi j'ai fait aucun entraînement quasiment, donc ça comprend également ces cas de collège. Aucun de... Je sais pas s'ils les ont fait les autres, j'ai pas pensé à leur poser la question, il me semble pas les avoir vus trop faire ça, mais bon après j'étais pas toujours avec eux. En tout cas, je sais que les cas des collèges sont pas mal, hein, quand même, j'ai eu des bons échos dessus. Donc je pense qu'après, il ne faut pas forcément prioriser ça, mais voilà, c'est un bon entraînement si tu as le temps. Ou SIDES. Encore une fois, moi j'ai fait très peu d'entraînement, hein, donc pareil, SIDES, j'ai pas tellement fait. Mais parce que je vois quand même que vous avez des questions vis-à-vis de ça, je pense que pour vous entraîner, oui, c'est pas mal de faire SIDES, c'est bien, hein. Sinon, vous faites SIDES, vous faites entraînement personnalisé, vous faites votre propre épreuve, vous mettez que les bonnes notes, et comme ça, vous êtes sûr d'avoir une bonne
des bons sujets. Les annales, c'est très bien pour s'entraîner, mais vraiment vers la fin. ECNI, je sais que c'est un bon support d'entraînement où j'ai eu beaucoup de très bons retours. Et, les cas de collège, je crois qu'ils sont pas mal. Après, je crois qu'ils sont pas non plus, c'est pas la folie, quoi. Donc, comment faire pour les choses pardon, excuse-moi. Comment faire pour les choses dont on ne trouve pas de compréhension, donc notamment par manque de travail en P2D1, ou alors on voit pas le lien. Alors, j'en ai pas trop parlé non plus, mais pour ce genre de choses, enfin, je pense que c'est hyper important pour le CN et pour toute cette année d'être bien entouré, ok? Donc, enfin, ne vous isolez pas, voilà. Je sais que parfois c'est un peu une année compliquée, on peut être tendu, on peut avoir des tensions avec ses potes, enfin vraiment, voilà, essayez de minimiser ça le plus possible, essayez de garder votre entourage et justement, je pense que les sous-cols, ce genre de choses, ça peut être un moment d'échange où on apprend les physiopathes aussi en s'expliquant. Et parfois, donc, tu auras des potes qui ont compris des choses que toi, tu n'as pas compris. Et sinon, bah, je pense que, enfin, parfois, malheureusement, on ne trouve pas toujours la réponse hein, de physiopathe. Mais sinon, voilà, il faut chercher vraiment une recherche toute simple hein, sur Internet pour essayer d'avoir les éléments, comment dire, un peu simples de la physiopathe et cherche au maximum. Parfois, moi, c'est arrivé que je prenais ce qu'on appelle enfin, les cours de P2D1 parce que je savais qu'on en avait parlé vaguement en P2D1. Donc, je relisais ce cours-là, je cherchais l'information. Vraiment, faut pas hésiter à chercher en D4, à comprendre ce que tu lis. Et si tu ne trouves pas, bah, malheureusement, tu ne trouves pas, mais cherche au maximum par tous les supports possibles si, si tu ne trouves pas la réponse. Est-ce que le programme doit être fait sur l'année en répartissant donc les matières sur toute l'année ou est-ce qu'il doit être fait avec le nombre d'items à la journée? Donc ça, je pense que c'est un peu pareil, encore une fois, libre à chacun. Donc moi, personnellement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait plutôt un programme sur l'année en sachant que je savais à peu près, enfin, en fait, je faisais les deux. C'est-à-dire que j'ai fait sur l'année le truc de à peu près une semaine par matière, etc. Après une journée et j'ai fait mon découpage, voilà, comme ça sur l'année en essayant de laisser un petit peu de temps aussi à la fin pour faire les annales. Mais donc forcément, pour avoir un ordi d'avancement, pardon, ce que je faisais, c'est par exemple, si je sais pas, si j'ai dit que la pneumo, je mettais 6 jours pour la faire, eh bien, je regardais évidemment le nombre d'items qu'il y avait en pneumo et je divisais par 6. Donc je savais, je faisais également un programme avec mon nombre d'items par jour parce que je savais quelle cadence je devais tenir pour remplir mon programme. Évidemment, vous ne mettez pas les packs, l'EP et les cancers le même jour, hein, sinon vous allez avoir du mal à tenir votre ratio d'items. Vous lissez, hein, c'est ce qu'on appelle, on les connaît, hein, les petits items bonus qui servent un peu à rien et qu'on fait, qui nous permettent de cocher sur notre programme. On est content, ils font du bien au moral. Ils sont utiles, hein, ces items. Voilà, il faut répartir un peu les gros items, les plus petits items sur une journée. Et voilà, faites ça, voilà, un programme général. Et puis pour votre matière, pour l'avancement, vous divisez par le nombre d'items que comprend le collège. Alors, une question donc d'une personne en D3 qui me demande est-ce que, donc évidemment, il faut travailler à fond dès le début, mais est-ce que le programme peut se faire dès fin juin de l'année d'avant et donc bosser à fond l'été? J'imagine que tu parles donc de l'été de la D3 qui va arriver pour toi. Euh, l'été, donc l'été de la D3, parce que si jamais il y a quelques D3 sur sur le live, je vais en parler quand même. Je pense que déjà, prenez vos vacances, hein. Moi, personnellement, l'été de la D3, j'ai pris toutes mes semaines de vacances. Il n'y en a pas une. Enfin, j'ai pas du tout pris une semaine pour réviser. Je pense que c'est important, hein. Je pense que les D4 qui sont, peuvent en témoigner là pour les D3 qui sont sur le live, mais je pense que les D4 peuvent dire, franchement, c'est important de prendre ces moments de pause parce que vous allez bosser pendant longtemps après. Donc, si tu es en D3, prends tes vacances, je pense, cet été. Et oui, par contre, tu peux commencer un petit peu à faire ton programme déjà dès la fin, dès l'été, c'est pas mal, hein, ça permet d'avoir un peu de recul, en sachant que évidemment tu ne seras pas aussi efficace pendant l'été où tu vas chercher un petit peu plus, tu vas chercher plus ta méthode et tu vas probablement pas être aussi efficace qu'un D4 qui sait exactement comment il doit faire et qui donc va ficher, voilà, il va mettre une semaine pour telle matière, toi tu seras probablement beaucoup plus long. Je sais pas, l'été, j'ai mis, je sais plus, un mois à faire la gastro.
ce qui clairement n'est pas possible, enfin on peut pas le faire pour toutes les matières, hein. Donc voilà, donc l'été de la D3 quand même, sois un petit peu indulgent avec toi-même, prends tes vacances, mais si tu veux commencer à essayer de justement je pense que oui, il faut s'y atteler le plus tôt possible, essayer de faire un petit peu un programme pour voir, je pense que c'est une bonne chose. Combien d'heures de révision par jour environ? Alors, moi, donc ça dépend forcément du stage que vous avez. Globalement, ça dépend des jours. C'est-à-dire que je bossais jusque 20 h, j'allais à la bibli, hein, j'allais à la bibli essentiellement. Je bossais jusque 20 h tous les jours. Et quand j'avais la motivation, je faisais la fermeture de la BU, enfin en tout cas j'allais jusque 22. Jamais beaucoup plus tard parce que après ça sert à rien si vous rentrez chez vous tard, vous êtes éclaté le lendemain, vous devez vous réveiller tôt en stage. Enfin, je pense que c'est voilà, encore une fois, faut être intelligent, il faut tenir sur la longueur, donc ça sert à rien de faire de bosser jusqu'à 3 heures un jour si c'est pour après perdre plusieurs jours par la suite. Donc voilà, généralement, si jamais je tenais le coup, si j'avais pas stage, je faisais donc 9 h, 20 h, plus ou moins 22 heures, on va dire, selon les semaines, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine si c'était une bonne semaine. Voilà, et donc forcément les jours où j'avais stage, c'était dès que je sortais de stage, je prenais toujours ma pause midi, hein, bien sûr, hein. Moi je toujours prendre une petite heure à midi pour se changer un peu les idées, pour manger, et puis ensuite je bossais. Donc est-ce que je faisais beaucoup de par cœur pur en récitant plutôt que de la lecture attentive? Alors ça dépend de toi, hein, pareil, comment t'habitues à bosser ton par cœur, mais oui, personnellement, je lisais, j'ai tendance à me réciter beaucoup plus. Enfin, je lis une première fois et puis après je me récite des parties de plus en plus grosses, c'est-à-dire que je lis un petit peu, je me fais un paragraphe, je lis un deuxième paragraphe, je le récite et puis ensuite j'essaie de me réciter toute la page. Moi, c'est comme ça que je faisais. Plutôt que de la lecture uniquement attentive. Je pense qu'il faut essayer de faire un effort intellectuel pour vraiment ancrer durablement la connaissance. Et le fait de la lire, je pense que enfin en tout cas à titre personnel, je pense que c'est trop peu. C'est pas suffisamment d'effort pour ancrer justement la connaissance. Est-ce que je comptais les stages dans les pauses parce que c'est assez prenant, mine de rien. Les stages, ça fait non, non, ça fait pas. Enfin, les stages ne sont pas des. Le stage, c'est pas de la pause, hein. Le stage, c'est du boulot comme le reste. Je sais que c'est prenant, c'est embêtant. Je sais qu'en D4, on a tendance, enfin, ça dépend de la philosophie, hein, mais on peut vouloir se planquer plus ou moins. Si vous avez un stage, je pense que, enfin, si vous avez un stage en tout cas qui est prenant, allez-y. Désolé, j'ai une question. Voilà, essayez enfin, tirez-en le maximum, quoi. Vraiment, essayez d'en tirer le maximum, posez-vous des questions sur les prises en charge, parce que si vos stages il est prenant de base, c'est tant pis. Je pense que voilà, il y a vraiment des choses à apprendre. Le CN, il y a quand même pas mal de concret aussi, mine de rien. C'est beaucoup des questions qu'on va vous poser parfois, c'est des questions un peu pratiques. Et c'est justement ce genre de choses qu'on peut parfois apprendre en stage. Après, quand tu révisais les cours, après, je vais pas vous mentir, hein, moi, personnellement, j'étais plutôt à essayer de me barrer vite de stage, hein, mais je pense que quand j'y étais, enfin, je me souviens d'un stage d'Anes, notamment avec un super interne, et voilà, je sais qu'il m'apprenait plein de trucs, et donc ça, pour le coup, je sais que quand j'y allais, vraiment, j'arrivais avec toutes mes questions, je lui posais toutes mes questions. Dès qu'on faisait un truc sur un patient, je lui demandais, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu aurais... Enfin bref, vraiment, quand vous êtes en stage, essayez de rentabiliser au maximum le temps de stage. Et vraiment, ça vous sera utile, ça vous sera redevable. Quand tu révisais les cours, c'était seulement par la lecture de tes fiches codex modifiées? Tout à fait. Sur mon second tour, une fois que j'avais donc fait mes fiches codex, c'était uniquement sur mes fiches que j'essayais de bosser. Donc je travaillais jusqu'à quelle heure? Je vous l'ai dit, à peu près 20 h jusqu'à 20 h et 22 h environ, deux fois par semaine, 2 à 3 fois. Quand tu dis faire du cours, ça veut dire que tu relis tes fiches, ou tu récites tes cours à voix haute, ou tu écris. Ça c'est vraiment comme tu le sens. Moi, personnellement, j'écris pas. Je récite je parle pas souvent en voix haute, sauf quand j'ai du mal à me concentrer. Souvent, je fais ça. Mais sinon, c'est plutôt je récite dans ma tête ma fiche. Je la lis attentivement et j'essaie ensuite de me la réciter.
Et donc mon ratio alors quel était mon ratio révision stage? Ça dépend, ça dépend forcément de ton stage. Je suis passé, alors à titre personnel, je suis passé au SAMU en premier, au premier semestre. Donc c'était des journées complètes, on n'en avait pas tant que ça. Si je me souviens bien, c'était à peu près 15 journées complètes sur le trimestre. Donc là, ça m'a laissé pas mal de temps pour avancer mon premier tour. Ensuite, je suis passé en immuno-infectio à l'HEGP, où là, par contre, c'était tous les jours 9h, 13h. Donc ça, forcément, ça m'a pris plus de temps. Et encore une fois, hein, là, franchement, faut solliciter un maximum vos chefs de clinique et vos internes aussi, s'ils ont le temps, voilà, pour qu'ils vous apprennent des choses. Moi, j'avais des internes trop cool en immuno-infectio. Donc c'était 9h, 13h. Franchement, j'y suis allé. Au début, j'étais un peu dégoûté de me dire que j'avais un stage, voilà, très prenant. Mais finalement, enfin, c'était un super stage et vraiment l'équipe était top et j'ai beaucoup appris. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi pour le CN. Et vraiment, quand vous y allez, rentabiliser au maximum votre temps de stage. Et mon dernier stage, donc comme je dis, c'était un stage d'Anest. Je vous cache pas que j'y suis un peu moins allé, mais les moments où j'ai été, voilà, encore une fois, j'avais un interne très sympa, donc j'essaie de le solliciter au maximum. As-tu travaillé durant l'été avant la D4, donc été de D3, comme je l'ai dit tout à l'heure? Oui, j'ai travaillé, mais franchement, c'est pas l'été où il faut vous foutre la pression de votre vie. Prenez vos temps de vacances et révisez. En fait, l'été de la D4, vraiment, enfin l'été de la D3, pardon, je pense que c'est là où il faut fixer vos connaissances, pardon, votre méthodologie. C'est là où moi j'avais essayé justement plein de supports de fiches différents, c'est là où j'ai tâtonné partout. Vous avez entre guillemets du temps à perdre, enfin vous n'avez pas de temps à perdre, mais je veux dire c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais où il faut essayer plein de trucs de différentes méthodologies si jamais vous vous questionnez encore dessus. Donc l'été de la D4, enfin l'été de la D3, oui j'ai travaillé, pas comme un fou, vraiment pas comme un fou. Et enfin là voilà, on peut s'arrêter à 18h tranquille, des jours où on travaille pas, enfin voilà, c'est l'été de la D3, on fait un peu comme on le sent, mais oui, j'ai travaillé un petit peu, clairement, hein, j'ai essayé de bosser. Si je me souviens bien, j'avais fait l'infectio et la gastro, et j'avais commencé la cardio. Euh, et voilà, donc j'avais commencé mon programme, et j'ai beaucoup tâtonné pour trouver ma méthode, mais je pense que c'est le moment ou jamais de le faire. Il faut vraiment vous fixer un peu les bases pendant l'été de la D3, savoir un peu comment vous allez dérouler le reste de votre année pour qu'une fois que l'été est fini, vous ayez juste à dérouler les choses et que vous avez déjà tout un peu planifié en avance. Est-ce qu'avant la D4, j'avais déjà fait un ou deux tours des items du programme ou pas du tout? Bah non, pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que oui, mais pas deux tours en tout cas. Enfin, pas deux tours. J'avais fait juste les partiels de la fac, quoi. J'avais juste fait avant la D4. J'avais jamais fait plus que ce qu'on me demandait au partiel. Donc j'avais vu une fois la cardio, j'avais vu une fois la pneumo, etc. Alors les ECN blancs de décembre, c'est ceux d'Île-de-France là, donc c'est normal si tu n'as pas forcément entendu parler, mais bon, c'était pas grave, hein, tout ce que j'ai dit, de toute façon c'était valable pour les autres entraînements que tu auras aussi dans l'année. Et voilà. Est-ce que j'assistais à d'autres conférences uniquement que celles de la fac? Oui, moi j'avais aussi des confs privés à côté que je faisais. Et j'avais donc celle de la fac, les confs, c'était une fois par semaine, le soir, et les confs de la fac, c'était le samedi matin. Et c'était donc mes principales sources d'entraînement. Alors, en moyenne, tu faisais combien de cours par jour à ton premier tour? Alors, premier tour, donc je te le dis, ça dépend à peu près. Globalement, si je me souviens bien, c'était autour de 5 items par jour. Ça va dépendre de ton programme, donc de la matière. Je sais qu'il y avait des matières où je devais, enfin, par exemple la pédiatrie, je faisais un peu plus d'items forcément que, je sais pas, en cardio, les items peuvent être plus gros par exemple. Tout va dépendre du temps que tu as alloué à ta matière et du nombre d'items que comporte cette matière. Mais globalement, j'étais autour de 5 items par jour. Évidemment à moduler, hein. Noël et Nouvel An, pause ou pas pause? Pause.
Ok, je crois que j'ai plus de questions qui arrivent là, donc bah, n'hésitez pas hein, à me poser les dernières questions. Si j'ai pas répondu à tout, renvoyez-les, il y a aucun problème. J'espère vous avoir donné un petit peu de recul justement sur ce que ça va être cette année. Faites un programme, voilà, je sais que là c'est pas facile, surtout en ce moment. C'est la novembre rose comme on l'appelle, c'est la période difficile. Vous commencez, enfin vous pouvez un peu douter de vous, etc. C'est normal. C'est un moment de l'année qui est pas évident. On n'a pas fini son premier tour, on commence à stresser. Il y a les premiers classements qui sortent. Les premiers classements, enfin, je vous ai dit ce que j'en pensais. Hein, vraiment, on s'en fiche. On est au début de l'année. Même à la fin, on fera toujours tout donner. C'est pas facile. C'est vraiment un moment pas facile, mais tenez bon, ok. Ne lâchez rien. Je pense qu'il y a aussi des choses que je voulais vous dire. C'est un peu difficile. Enfin, on est dans un milieu très élitiste. Et moi, enfin, on me l'avait dit, alors j'avais envie de vous le dire, ça m'a fait du bien de l'entendre. On est quand même dans un milieu très élitiste et il faut toujours vous dire que vous êtes tous dans les 10% de ceux qui ont été sélectionnés en P1 ou alors vous êtes dans les issus de passerelles très sélectives. Donc voilà, ne perdez jamais vue de ça. Soyez fiers de vous. Enfin, c'est pas un classement qui va résumer qui vous êtes. Et le milieu dans lequel on a l'impression qu'il voilà, faut forcément être le meilleur. Enfin, c'est l'illusion qu'on donne en tout cas à l'ECN, qu'on a l'impression qu'il faut être le meilleur voilà, pour valoir quelque chose, mais c'est évidemment complètement faux et faut prendre un peu du recul par rapport à ça. Vous faites quelque chose qui est très compliqué, vous sacrifiez, je pense, tous énormément de temps pour travailler. Voilà, on est jeune, on a envie de faire d'autres choses. Je pense qu'il n'y a pas forcément, enfin c'est voilà, c'est assez exceptionnel de faire un tel sacrifice. Je pense qu'il y a pas beaucoup, enfin quand vous parlez à vos potes qui sont pas en médecine, s'ils sont pas dans des filières pareil où il faut beaucoup travailler, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui seraient capables de faire ce que vous faites, donc tenez bon. Et croyez-moi, une fois que vous aurez votre classement, vous aurez choisi, plus personne vous demandera votre classement de l'ECN. Enfin, quand on est externe, et enfin, c'est évident, hein, le classement, c'est quelque chose de central, c'est la chose la plus importante pour vous. Et c'est tout à fait normal. Mais pour vous rassurer un petit peu, voilà, déjà, le classement ne résumera jamais qui vous êtes. Et une fois que vous avez eu ce classement, que vous avez choisi votre matière et votre ville d'affectation, sachez que personne ne vous demandera vraiment jamais votre classement. Ce classement, il n'a plus après d'impact, si ce n'est sur la répartition des choix de stage, mais vraiment sur... on vous le demandera plus, quoi. Et alors, je réponds un petit peu aux autres questions qui sont arrivées entre-temps. Est-ce que, donc pour la LCA, tu as dit que tu n'étais pas très bon en anglais, mais le fait d'avoir du mal en anglais, est-ce que c'est quand même pénalisant? Alors, oui, c'est un petit peu pénalisant. Forcément, tu vas être plus long pour lire un article si tu es moins bon en anglais que quelqu'un qui est très à l'aise. Moi, j'avais voilà, un pote bilingue qui lisait son article en 20 minutes, c'était génial pour lui. Moi, personnellement, je mettais beaucoup plus de temps. Donc oui, il y a une tu un peu pénalisé, mais clairement, c'est pas du tout la catastrophe, d'accord? J'avais des très bonnes notes en LCA, enfin, je m'en sortais très bien, et malgré mon niveau nul en anglais. Donc, faut juste compenser, faut s'entraîner, faut bosser, faut faire son cours, voilà, faut s'entraîner à en faire régulièrement, à connaître la structure de l'article. Et je pense que c'est pas du tout, t'as pas un plafond de verre, quoi. Si t'es nul en anglais, t'as pas du tout un plafond de verre. T'auras peut-être un peu plus de temps pour lire ton article, mais c'est pas grave du tout. C'est l'anglais médical, c'est souvent le même qui revient. Tu verras si t'en as peut-être pas encore fait beaucoup à cette période-là de l'année. Mais voilà, c'est toujours un peu les mêmes rengaines, c'est toujours les mêmes expressions. Note-toi les petits, si t'es en anglais, hein, tu feras ta petite fiche comme moi, hein, tu noteras tes petits mots de liaison pour comprendre ce que ça veut dire. Parce que ceux que tu retrouves souvent dans les articles, mais voilà, c'est forcément tu mettras un peu plus de temps, mais c'est pas la cata du tout, t'as pas un plafond de verre. Et j'ai réussi à avoir des très bonnes notes en LCA en étant nul en anglais. Alors qu'est-ce que je pense de la martingale? Est-ce que c'est mieux que le codex? Alors ça, malheureusement, je peux pas trop répondre parce que la martingale, c'était pas sorti moi quand j'étais à votre place. C'est sorti juste après. Tout comme je crois qu'il y a le Matchbook aussi qui est sorti après. Donc voilà, moi j'avais bossé sur le codex, je pense que c'est à vous de vous faire votre idée, bosser les deux, je pense qu'il n'y en a pas forcément. Enfin, vraiment, de toute façon, la méthodologie, c'est aussi vraiment ce qui vous correspond. Donc essayez les deux, voyez ce que vous préférez et prenez ça comme support. N'ayant pas essayé la martingale, je peux malheureusement pas répondre à cette question, je suis désolé.
Est-ce que je les ai beaucoup modifiées, mes fiches codex? Alors, hop, un petit problème. Désolé, il y a un petit problème de connexion. Est-ce que j'ai beaucoup modifié mes fiches codex? Oui, c'est vrai que, enfin, je mettais beaucoup de couleurs parce que justement, enfin, pour un peu quand même, moi je surligne beaucoup quand je bosse du cours. Je sais pas, en P1 par exemple, je surlignais pas mal. Sur l'ordi, on peut pas trop, enfin, du coup, je surlignais avec l'ordi quoi. Donc oui, je mettais pas mal de couleurs. J'avais un peu mon code couleur, je sais pas, vert pour la clinique, rouge pour le traitement. Enfin voilà, vous surlignez pour ce qui est très important. Donc ouais, j'avais un petit code couleur. Le but, c'était pas non plus de refaire complètement la fiche, hein. Le but, c'était que ça me fasse gagner du temps. Donc, parce que moi, vu que j'avais jamais fiché auparavant, j'étais très long quand je voulais faire une fiche. C'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Donc, faire une fiche entre guillemets des nouveaux, ça me prenait du temps. D'où l'intérêt d'avoir fait ce petit truc avec le codex. C'était plus rapide pour moi. Comment je bossais la LCA en D3? Alors, la LCA en D3, je l'ai pas trop bossé pour être tout à fait franc avec toi. Mais c'est très bien si tu as un peu de temps, si tu arrives à te motiver. Je pense que la LCA, donc tu veux la bosser en D3, si tu as une épreuve de LCA pour tes partiels, ni plus ni moins que ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est pas différent. C'est-à-dire tu fais du cours et tu fais un petit peu de l'entraînement. Tu essaies de faire, pour le coup, les annales de LCA, il y en a pas mal. Mais voilà, tu fais un peu d'entraînement de manière un peu régulière et c'est très bien. Mais personnellement, moi, je n'avais pas trop travaillé ma LCA en D3. Ok, bah je crois que j'ai à peu près répondu à tout. Donc voilà, tenez bon, ok, tenez bon, c'est pas facile, mais vous serez content, quoi qu'il arrive. Ce que vous faites, c'est pas évident. Donc, donc voilà. Bon courage à vous. Dites-moi si vous avez encore des questions. Je vais attendre une petite minute là. Mais si c'est bon, bah, je vous souhaite bon courage pour la suite. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous aurez accès encore aux commentaires. Ah, je vois qu'il y a une autre question qui est arrivée. Comment bossais-tu en D2? Alors, en D2, j'étais plus light, ça c'est clair. Après, je bossais. Je pense que ce qui est important pour les D2, D3, ce qui est vraiment important, c'est la régularité, hein. Vraiment, c'est le truc. Pour le coup, faut pas se défoncer en D2, D3, hein. C'est pas là où faut pas faire les fermetures de BU tous les soirs. Par contre, ce qui est vraiment le plus profitable, je pense, et le plus rentable, c'est de bosser régulièrement. Donc, à peu près, voilà, tous les jours. Après, en D2, début du semestre, je bossais pas, clairement pas tous les jours, hein, mais voilà, je pense qu'il faut faire vos partiels sérieusement et éviter au maximum le bachotage de les 3 semaines avant où on bourrine comme un fou. Je pense que voilà, si vous voulez vous rendre un service, c'est d'essayer d'étaler ça sur tout le long de, je sais pas, ça dépend si vous fonctionnez en trimestre ou en semestre dans votre fac, mais voilà, étaler ça au maximum. Et la régularité, vraiment, c'est le plus utile pour le CN en D2, D3. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Bah, merci à vous d'avoir fait vivre ce live aussi avec vos questions. Et n'hésitez pas s'il y en a encore un petit peu, hein, j'attends encore les dernières. Mais voilà, je vous souhaite bon courage pour l'année, pour les D2, D3. Alors ça va être en plus modifié pour vous. En plus, donc voilà, soyez réguliers. Et pour les D4, les temps sont vraiment durs. En plus, avec le confinement, vous n'avez pas. Enfin voilà, c'est compliqué. Euh, Vous avez une des D4 qui, je pense, est les plus dures, mais tenez bon. Alors, est-ce qu'on peut me contacter par mail? Alors, j'ai pas mon adresse mail. En fait, j'ai qu'une adresse mail perso et j'avoue que je l'ai pas mise là sur Facebook comme ça. Par contre, je sais pas si tu as, peut-être que tu peux envoyer l'adresse à l'adresse mail de Cartesia. Moi, il n'y a aucun souci, hein, enfin, si vous avez des questions que vous envoyez sur, je sais pas, en fait, je suis en train de réfléchir. Je suis désolé, je sais pas trop comment on peut me faire parvenir les questions après le live. Donc, peut-être que vous allez trouver la solution sans moi. C'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça avant. Mais bon, voilà. En tout cas, si vous avez des questions peut-être par Cartesia, je sais pas, désolé. Mais il n'y a aucun souci. Si jamais elles me parviennent, il n'y a aucun souci, j'y répondrai avec grand plaisir.
Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite bon courage. Tenez bon, ça vaut le coup. Et s'il y a des gens qui ont des questions sur la pneumo, n'hésitez pas, hein. Bon. Bon courage pour le concours blanc. Et, euh, et profitez bien aussi des fêtes de fin d'année, hein. Ça, on en a parlé rapidement, mais enfin, c'est des moments de pause qui sont importants. Et prenez-les. N'hésitez pas là-dessus. À bientôt.